Les événements se déroulent dans un monde hautement développé de technologies avancées. Un jour, au milieu de ce monde, des téléportations vers des soi-disant donjons ont commencé à apparaître. Les mineurs ordinaires utilisaient ces portails et extrayaient des minerais précieux. Chaque donjon comprend une grande quantité de ressources. En plus des choses utiles, il y avait aussi de nombreuses menaces dans les grottes sous forme de monstres, alors les joueurs semblaient les contrer. Les joueurs sont responsables d'éliminer les ennemis à l'intérieur du donjon. Mais notre héros n'était qu'un mineur, entrant dans le donjon pour extraire des minéraux après avoir débarrassé les grottes des monstres. Jeanne Mingiu était épuisé au travail, mais le salaire était plutôt bon. De plus, un bonus agréable était que l'activité physique rendait son corps musclé. Alors que le personnage principal travaillait, un ami s'est approché de lui par derrière et a frappé le gars, car il ne répondait pas à son nom. Jeanne Mingiu s'est plaint de la raison pour laquelle Olfan l'avait immédiatement battu et a demandé pourquoi l'homme était venu ici, car il faisait déjà chaud dans le donjon. En fait, le camarade n'est pas venu de son plein gré, mais uniquement pour donner le salaire au personnage principal. Le gars a immédiatement pris son argent à Fan et était très heureux. Un ami a laissé entendre que Jeanne Mingiu pourrait le soigner après le travail, mais il a refusé. Fan s'est rendu compte que notre héros économisait encore pour acheter la pierre d'éveil et a dit que le gars ferait mieux d'oublier son rêve, car il était trop cher et dangereux. Le mari a déclaré que son neveu avait également crié sur son désir de devenir joueur, puis que ses parents avaient dépensé tout l'argent pour la pierre de l'éveil, mais qu'à la fin, le garçon avait eu peur lorsqu'il avait vu le donjon. La pierre d'éveil était le cœur de chaque donjon, ainsi que la clé pour rejoindre les joueurs, qui étaient divisés en 3 classes, à savoir les guerriers, les éclaireurs et les mages. Parce que les donjons appartenaient à des guildes, il était difficile pour les gens ordinaires d'accéder à la pierre de l'éveil, donc même ceux appartenant à des rangs inférieurs valaient beaucoup. Jeanne Mingiu a noté qu'il n'avait toujours pas la possibilité de s'asseoir sur le cou de ses parents. Sa sœur allait bientôt aller à l'université et sa tante avait du mal à faire face aux dépenses quotidiennes. Le gars espérait devenir un joueur au moins du rang le plus bas afin d'alléger le fardeau de sa tante. Soudain, un inconnu s'est approché des amis et s'est moqué du rêve du personnage principal. Le gars pompeux s'est moqué du fait que la petite fourmi rêvait de se transformer en phénix et de voler jusqu'au sommet. Jeanne Mingiu bouillonnait à cause des moqueries à son égard, et le vieux fan a essayé de calmer le gars, car l'étranger était membre de la guilde Shang-Jin. Le personnage principal a demandé ce qui n'allait pas dans ses aspirations. Le membre de la guilde a expliqué que le mineur devrait creuser du minerai pendant des années pour pouvoir acheter la pierre d'éveil. Le gars a commencé à trembler de colère quand ils ont commencé à lui dire quoi faire. L'homme riche a recommandé au personnage principal d'arrêter de rêver et de regarder la réalité dans les yeux. Holman Fan avait peur, car il ne voulait pas que le client de leur équipe commence une bagarre avec le mineur. Le membre de la guilde regarda ses amis avec une telle fureur qu'une atmosphère très tendue se forma autour de lui pendant une seconde. En fin de compte, l'homme riche a décidé de se retenir et était contrarié de ne pas pouvoir s'amuser. Il a ordonné aux mineurs de se mettre au travail, car la guilde les avait embauchés pour qu'ils ne restent pas là à parler. Le vieux Feng s'est finalement calmé et était heureux que Jeanne Mingiu ait pu se retenir. Alors que la pierre d'éveil tombait, l'homme expliqua que ce type pompeux s'appelait Zhan Miao et qu'il était un major gâté, mais un vrai joueur de rang B. Puis le noyau s'est fissuré, et le vieux fan a poursuivi en disant que si le personnage principal avait attaqué en premier, alors le membre de la guilde aurait très bien pu le tuer en état de légitime défense. Le camarade a suggéré que le personnage principal ne devrait pas se soucier des paroles du désagréable Zhan Miao, car les jeunes ont tendance à avoir des ambitions. Jeanne Mingiu a assuré qu'il allait bien lorsqu'un petit caillou lui est tombé sur la tête. Après un certain temps, toute une pluie de particules de grotte s'est abattue sur le gars. Puis le vieux Fen réalisa que les choses allaient mal et le donjon commença à s'effondrer. Un cri résonna dans la grotte, annonçant un terrible accident. Les mineurs, paniqués, se mirent à courir vers le portail sous des pierres qui leur tombèrent sur la tête, et les blessés crièrent au secours. Olfen a attrapé Jeanne Mingiu, abasourdi, pour le sauver des décombres. Puis Jeanne Mingiu a remarqué que la sortie de la mine commençait à diminuer. Il soupçonnait que quelque chose était arrivé à la pierre de l'éveil, sinon la porte n'aurait pas disparu. Un camarade pressa notre héros pour qu'il puisse s'enfuir. Soudain, une énorme pierre tomba du plafond sur le vieux Fen. Jeanne Mingiu, voyant le sort malheureux de son ami, a crié furieusement dans toute la grotte. L'homme a été gravement écrasé, faisant couler du sang violet sous le rocher. Le gars choqué espérait que son camarade était toujours en vie et qu'il y avait un espoir pour son salut. Sous la pluie de pierres, Jeanne Mingiu espérait de toutes ses forces déplacer la pierre de sa place. À peine vivant, Fan a demandé au gars de le laisser ici. Il a dit à Jeanne Mingiu de courir jusqu'à la porte, sinon il n'aurait pas le temps de s'échapper de la grotte. Le personnage principal, en pleurant, a tenté de sauver son ami et lui a promis de lui offrir à boire. Soudain, un Zhan Miao calme est apparu à proximité, se moquant simplement de l'impuissance des mineurs. Jeanne Mingiu a immédiatement reconnu le type pompeux avec qui il venait d'avoir une conversation il y a quelques instants. Notre héros a supplié le joueur de sauver son ami, car le combattant devait avoir des pouvoirs. Le major recula devant le mineur et dit qu'il n'allait pas aider une fourmi ordinaire. Il entra calmement dans le portail, disant que les mineurs devaient simplement accepter leur sort.
Le personnage principal était en colère parce que pour Zhang Miao, les gens ordinaires n'étaient que des fourmis. Le Major a confirmé qu'il pensait vraiment ainsi aux mineurs et a fait un mouvement de la main en l'air. Une petite boule d'énergie se forma près de son doigt. Un puissant flux d'énergie s'est écrasé sur notre héros et l'a fait tomber. Le joueur a projeté Jan Mingion sur une longue distance pour montrer à quel point il y avait un écart entre les gens majeurs et les gens ordinaires. Le protagoniste brisé, en sang, a compris qu'il ne pouvait pas gagner le combat pour la vie. Zhang Miao pensait que la mort dans un tel trou convenait à un pauvre mineur. Jan Mingion a regardé le portail, qui devenait de plus en plus petit à chaque seconde, mais ne pouvait pas croire que tout se terminerait ainsi. Ensuite, les événements se déplacent au domicile du garçon, où la sœur s'inquiète du fait qu'il ne soit toujours pas rentré chez lui. Tante n'aime pas le fait que la fille ait appelé le frère du personnage principal et les rassurer sur le fait qu'il allait bien. Pendant ce temps, les informations parlaient de certains événements urgents. Le présentateur a expliqué comment l'effondrement d'un donjon s'est produit aujourd'hui dans la ville. La femme a dit que le donjon appartenait à la guilde Shang-Jin et qu'au moment de la tragédie, l'équipe de Dachuan y travaillait. La jeune fille a été choquée car la nouvelle disait que de nombreux membres de l'équipe de son frère avaient été tués ou grièvement blessés. Elle s'est immédiatement tournée vers sa mère parce qu'elle était très inquiète pour Jan Mingion. La fille l'a appelée à la télé pour qu'elle puisse tout voir de ses propres yeux. La femme ne pouvait pas comprendre ce qui avait tant choqué et effrayé sa fille. La jeune fille a montré l'écran et a dit que quelque chose de grave était arrivé à son frère. Le présentateur a noté que, selon les dernières données, 5 personnes de l'équipe ont été tuées, 18 ont été blessées et 2 ont disparu. La mère et la fille fondirent en larmes face à une si mauvaise nouvelle. Soudain, on frappa à la porte de la maison et ils coururent immédiatement à la rencontre de leur invité. Jan Mingion, battu, se tenait sur le pas de la porte, s'excusant d'avoir perdu ses clés. Bien sûr, c'était des bagatelles pour ses proches, l'essentiel était que le gars soit en vie. Le personnage principal était heureux de pouvoir retourner dans sa famille. Les événements remontent au moment où Jan Mingion se trouvait dans la grotte bloquée. Tout le corps du gars souffrait énormément, il ne pouvait donc pas bouger. On dirait que les côtes du personnage principal ont été cassées. En plus, il avait perdu trop de sang. Jan Mingion a senti que sa conscience s'estompait progressivement et ses yeux ont commencé à s'assombrir. Le personnage principal n'aurait jamais pensé qu'il mourrait dans un tel endroit. Dans sa tête, il se souvenait de sa tante, qui grondait souvent son neveu pour avoir laissé des vêtements sales éparpillés dans la maison. Le souvenir de sa sœur, dont il a volé le gâteau mousse, lui a également fait penser, ce qui l'a mis en colère. À ce moment-là, le gars s'est rendu compte qu'il avait une incroyable soif de vivre. Jan Mingion a crié parce qu'il ne voulait pas mourir dans cette grotte sombre et froide. Une pierre d'éveil craquelée roula vers sa main. Après avoir touché le personnage principal, la pierre a commencé à briller et à libérer son énergie vers l'extérieur. Le gars n'a pas compris pourquoi tout s'est soudainement allumé ainsi. Il a immédiatement reçu un message concernant l'activation du système Abyss. Le système a averti que son utilisateur était sur le point de mourir et qu'il lui restait 30 secondes, alors elle a invité le gars à devenir le possesseur des Abysses. Battu par la vie, Jan Mingion a été incroyablement surpris en lisant ce message. Alors que le chronomètre des dernières secondes de la vie de notre héros s'épuisait, il continuait à penser que ce n'était qu'une drôle de blague. En fin de compte, Jan Mingion a accepté de devenir le possesseur des Abysses car cela pourrait lui sauver la vie. Le gars ne se souciait pas de qui il deviendrait, car il voulait survivre à tout prix. Le système a félicité le personnage principal pour avoir obtenu le statut de possesseur des Abysses. Une lumière vive l'entoura et il ressentit un élan de force pour survivre. D'autres événements se poursuivent le lendemain matin, lorsque le personnage principal a suffisamment dormi après une dure nuit de lutte pour sa survie. Sans sortir du lit, Jan Mingion a décidé d'étudier le système du vide obtenu. Le gars se demandait quelle était cette technologie. Tout ce dont il se souvenait, c'est qu'après l'apparition de la lumière dorée, il s'était retrouvé devant la porte de sa propre maison. Au début, Jan Mingion pensait que c'était de la magie, mais il s'est ensuite rendu compte qu'il était peu probable qu'une personne puisse marcher librement la nuit et utiliser la magie de téléportation. Puis le gars s'est rendu compte que l'interface ouverte devant lui était comme un menu dans un jeu en ligne. Les points de statistiques sont assez clairs et pourraient être distribués comme dans le jeu. La façon dont les points sont répartis au début correspond à l'une des classes, à savoir guerrier, éclaireur ou mage. Le gars, remarquant la possibilité de sa propre répartition des caractéristiques, s'est rendu compte qu'il était devenu un joueur à part entière. La première tâche du système était de gagner des points de passe-temps, mais notre héros ne comprenait pas ce que c'était. À ce moment-là, la sœur entra tranquillement dans la pièce et s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention. Jan Mingion a remarqué que ses blessures avaient guéri très rapidement et a deviné que cela était dû à l'éveil du système. La sœur n'a pas pu le supporter et a crié d'irritation et a demandé quand le gars allait enfin se lever du lit. Le personnage principal lui a demandé de frapper à la porte lorsqu'elle entre dans la chambre du garçon. La jeune fille a fait remarquer avec moquerie qu'elle ne savait pas que son frère faisait ses sales actions dans sa chambre et l'a invité à prendre le petit déjeuner, car il était déjà tard. Jan Mingion a demandé si sa sœur avait vu le panneau Void System. Elle n'a pas vu, alors elle a pensé que le gars s'était frappé hier.
La sœur a réalisé que Jeanne Mingion allait bien et qu'il pouvait tout faire lui-même. En outre, la jeune fille a demandé à son frère de ne plus s'engager dans un travail aussi dangereux à l'avenir. Elle allait contracter des prêts étudiants et travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins universitaires. Jeanne Mingion était heureux parce qu'il pensait que Taosi était tellement inquiet pour lui. La jeune fille, un peu honteuse, confirma les suppositions du protagoniste. Elle a plaisanté en disant que lorsque notre héros mourrait, personne ne gagnerait d'argent pour ses déchets. Le gars a dit que sa sœur est un démon et pas du tout gentille. Taosi a entendu frapper à la porte et s'est rendu compte que ses amis étaient déjà arrivés, alors elle a dit à son frère de descendre manger. Ils ont continué à frapper à la porte avec insistance, alors la jeune fille a demandé aux invités d'attendre 1 minute. Elle pensait qu'il y avait des amis devant la porte, alors elle a immédiatement demandé pourquoi ils étaient venus si tôt. À la réaction étonnée de la jeune fille, on peut comprendre que des inconnus se tenaient là. Taosi voulait fermer rapidement la porte, mais le pied de quelqu'un l'en a empêché. L'homme avec un sourire menaçant a déclaré que la jeune fille n'avait rien à craindre. Elle continuait toujours à regarder les étrangers avec une peur incroyable dans les yeux. Des hommes suspects ont essayé de lui assurer qu'ils n'étaient pas des méchants. Les événements se déplacent dans la rue où le garçon jouait au ballon. Il a pointé du doigt les étranges inconnus et a appelé sa mère, mais elle a dit à son fils de ne rien dire d'inutile et l'a rapidement fait venir. L'un d'eux s'est approché de Taoji et lui a demandé si Bexiagnon était son père. Il a montré à la jeune fille une reconnaissance de dette de la part de son père, qui devait de l'argent à ces hommes. Il y a 3 ans, le père de Taosi a emprunté 500 000 $ à l'entreprise, mais aujourd'hui, compte tenu des intérêts, il doit déjà 3,5 millions. L'accord stipulait que dans tous les cas, sa dette serait payée par ses enfants. Taosi croyait que le père lui-même s'était endetté, il devait donc lui-même les rembourser et la famille n'était qu'une victime. L'étranger prétendait qu'il avait pitié de la fille du débiteur. Le mari a compris que le joueur avait quitté sa femme et son enfant et s'enfuyait, mais selon l'accord, c'était la famille qui devait payer la dette, alors il a attrapé Taoji par la main. Il a laissé entendre que leur entreprise n'était pas une organisation caritative et que s'il ne recevait pas d'argent, il donnerait à la jeune fille la possibilité de le gagner. L'étranger a commencé à tirer le pauvre Taoji pour l'emmener, mais elle s'est penchée et a crié. Soudain, il a giflé la jeune fille sans défense et lui a ordonné de garder le silence. Le partenaire de l'homme était fatigué d'attendre si longtemps et voulait entraîner Taosi de force. L'aîné a ordonné de ne pas toucher le visage de la jeune fille, car sans lui, elle ne pourrait pas gagner d'argent. Après avoir intimidé la fille du débiteur, les bandits l'ont invité à les suivre calmement, et il y aurait alors moins de souffrance. Finalement, le personnage principal est venu sur le seuil pour sauver sa sœur. Le gars est sorti du bain, donc il avait de la mousse dans les cheveux, et a demandé ce que ces salauds voulaient faire de la fille. Les inconnus ont été surpris par l'apparition du frère de leur victime. À la fin, ils ont ri et ont traité Jeanne Mingion d'étouffant. Le personnage principal sauta de son siège et courut vers les hommes. L'un des bandits pensait que le gars avait regardé des films et s'imaginait comme le personnage principal. Soudain, Jeanne Mingion a frappé le grand homme avec une force incroyable. La jeune fille et l'autre homme furent surpris par cette évolution des événements. Ambal n'a pas aimé la détermination de notre héros, alors il a décidé de ne pas tolérer de telles pitreries. Il a juste tenu le sauveur de la fille par la main et le gars souffrait. L'homme a continué à serrer Jeanne Mingion jusqu'à la fin, ce qui a empêché le personnage principal de le supporter. Puis Jeanne Mingion s'est rendu compte que l'équilibre des pouvoirs n'était pas en sa faveur, il a donc proposé de résoudre le conflit sans violence. Mais l'adversaire du gars ne pouvait plus être arrêté et il a frappé notre héros au ventre. L'attaque était si puissante qu'une goutte de sang est sortie de la bouche de Jeanne Mingion. Taosi a supplié les bandits de ne pas toucher son frère. Le personnage principal a assuré que tout allait bien pour lui. L'homme plus âgé a fait remarquer avec moquerie que tous les membres de cette famille étaient des perdants. Le nom du jeune homme fort était Lao Wang et c'était un combattant clandestin, donc ce n'était pas si facile de l'assommer. Les bandits ont décidé de ne pas perdre de temps pour ne pas se heurter à la police, alors ils ont attrapé Taosi par les cheveux. Jeanne Mingion leur a crié de laisser partir la sœur innocente. Les hommes n'allaient pas faire cela et ont déclaré que pour sauver la jeune fille, le personnage principal devait apporter suffisamment d'argent pour acheter sa liberté. Ensuite, le gars a décidé d'agir radicalement et a ordonné au système Abyss de distribuer tous les points disponibles au pouvoir. Après avoir distribué les points selon la statistique souhaitée, Jeanne Mingion a ordonné aux hommes de se tenir là où ils étaient maintenant, ce qui les a surpris. Le gars a vu qu'ils ne suivaient pas ses ordres, alors il a demandé sarcastiquement si les bandits comprenaient le langage humain. Le personnage principal a répété qu'il exigeait la libération de sa sœur. Ensuite, Lao Wang s'est intéressé au courage, selon lui, du perdant Jeanne Mingion. Il jeta brutalement Taoji au sol. Bandit s'est rendu compte qu'il devait se casser quelques os pour que le gars abandonne. Le vieil homme a averti son partenaire de ne pas trop s'emballer et de tuer le gars, comme la dernière fois. Lao Wang a invité notre héros à se rapprocher pour un combat. La sœur a commencé à s'inquiéter pour Jeanne Mingion. Le personnage principal n'a pas attendu et a couru avec détermination vers son adversaire. Aujourd'hui, les événements reviennent à l'enfance de Jeanne Mingion. Sa sœur pleurait encore beaucoup parce que quelqu'un lui avait encore fait du mal.
notre héros a encore une fois défendu la jeune fille contre les combattants. L'un des voyous a tiré de toutes ses forces dans le nez du petit Jan Mingien. À l'aide d'un bâton, notre héros a résolument répondu à ce coup. Un groupe de hooligans a eu peur lorsqu'ils ont vu comment le garçon traitait son camarade. Il s'est avéré que Jan Mingien a accidentellement tué son adversaire. Le personnage principal était incroyablement furieux et regardait les autres garçons, respirant lourdement après le combat. Il les a traités de stupides bandits et a averti que s'ils insultaient à nouveau Taoji, il les tuerait tous. Les enfants pensaient que notre héros était un psychopathe, alors ils ont eu peur et se sont enfuis. La sœur s'approcha et prit par la main son courageux sauveur. Elle a vu le sang sur le visage de Jan Mingien, alors elle a pensé qu'il souffrait probablement. Le gars a ri et a assuré qu'il était très fort et qu'il ne ressentait aucune douleur. Ces souvenirs rappellent beaucoup la situation actuelle, lorsque Jan Mingien protégeait à nouveau sa sœur désormais adulte des voleurs. Lao Wang a noté que le personnage principal avait un fort esprit combatif. Mais quand même, pour un tel géant, les coups du mec étaient comme un massage. Un ridicule aussi stupide a rendu Jan Mingien encore plus en colère. Finalement, il a percé les défenses de Lao Wang et a pu se rapprocher de son visage. En conséquence, le combattant professionnel a reçu un coup dur de la part, comme il semblait auparavant, d'un perdant complet. Taozi et le partenaire de Lao Wang ont été choqués de voir un développement aussi inattendu. Le grand homme s'est rapidement envolé vers le sol et n'a rien pu faire avec une attaque aussi puissante. Tout le monde autour ne pouvait pas comprendre où un gars aussi discret avait autant de force. Jan Mingien était également surpris que seulement 20 points puissent lui fournir un tel pouvoir. Le vieil homme ne pouvait pas croire que son camarade puisse être assommé d'un seul coup. Il a deviné que le personnage principal était le joueur et pensait que son comportement antérieur n'était qu'un jeu. À ce moment, le système du vide a informé Jan Mingien qu'il avait reçu 10 points de crainte. Le gars se demandait ce que cela pouvait signifier. Il pensait que le nom avait une signification littérale, alors il voulait seulement que les gens autour de lui se sentent en admiration devant lui. Quelque chose a distrait le protagoniste du message du système Abyss. Le bandit survivant a tenté de s'échapper inaperçu pendant que Jan Mingien était distrait. Le gars en colère a crié à ce salaud d'arrêter. Parce que l'homme essayait de se cacher, il lui offrit un coup de 30 points de force. Le bandit a supplié Jan Mingien d'attendre et de ne pas le tabasser. Soudain, il tomba à genoux devant notre héros. Il s'est incliné devant le type et l'a supplié de l'épargner. Le personnage principal a demandé avec dégoût si l'homme n'avait vraiment pas la fierté d'un gangster. Le bandit a expliqué qu'ils étaient des agents de recouvrement et qu'ils faisaient simplement leur travail. Il a expliqué que jusqu'à ce que la dette soit réglée, même si le gars bat le collecteur, quelqu'un d'autre viendra continuer à recouvrer la dette. Jan Mingien a admis que l'homme avait raison, donc pour une vie paisible, ce problème doit être résolu. Le gars a demandé pour qui travaillaient les collectionneurs et où se trouvait le bureau. Le bandit a déclaré que le bureau était situé dans le centre commercial Huigong et que le patron s'appelait Meng Fei. Il était sur le point de se mettre hors de danger, mais Jan Mingien l'a arrêté et lui a demandé si c'était lui qui avait serré la main de Taozi il y a quelques instants. Le mari a commencé à trembler et à mentir en disant que c'était complètement par hasard. Il s'est excusé les larmes aux yeux et a assuré qu'il avait tort et qu'il comprenait toutes ses erreurs. Malgré toutes les supplications, le personnage principal a décidé d'être cruel envers l'agresseur de sa sœur et a par conséquent reçu 10 points d'effroi. Quelque temps après le massacre des bandits, Jan Mingien s'est assis sur le lit et a pensé que les points de crainte servaient d'expérience dans le système des abysses et aidaient à passer au niveau suivant. Mais le personnage principal a remarqué que lorsqu'il passait au niveau supérieur, il ne recevait que 2 maigres points de personnage. Ensuite, le gars s'est rendu compte qu'il était trop pressé, distribuant tous les points en force, parce qu'il voulait être un combattant complet. Après avoir analysé que le niveau d'intelligence était suffisant, il a décidé de répartir les points gratuits en agilité. En fin de compte, notre héros a décidé de regarder quelle récompense il avait reçue pour sa performance et y a vu quelque chose d'incroyable. En conséquence, il a acquis la compétence aura du perdant, qui signifiait que l'importance de la présence de Jan Mingien était réduite et que tout le monde le considérait comme faible. Le personnage principal n'aimait pas du tout ces nouvelles compétences, alors maintenant il considérait le système comme stupide, car il lui donnait de faux espoirs. Pendant ce temps, Taoji dit à son frère qu'elle allait à la bibliothèque avec ses amis. Le gars lui a demandé de faire attention et de rentrer chez elle le plus vite possible. Le personnage principal a désormais décidé de s'occuper de ses affaires urgentes. Les événements se déplacent au centre commercial Huigong, où se trouve le bureau des collectionneurs. Il semble que le patron grondait ses subordonnés à cause des événements avec Jan Mingien. Le directeur était mécontent de ce que non seulement ils n'avaient pas recouvré la dette, mais qu'ils avaient également réussi à en sortir le garçon. Le patron a ordonné de tout raconter rapidement en détail. Le collectionneur au bras cassé a déclaré qu'au début, son partenaire Ruan avait frappé ce qui semblait être un jeune homme faible, mais qu'il s'était ensuite levé et était soudainement devenu beaucoup plus fort. Après une bagarre avec un combattant professionnel, Jan Mingien a cassé le bras de l'homme. Le patron ne pouvait pas croire que Wang Shixian, qui combattait dans l'arène depuis de nombreuses années, pouvait assommer un petit gars d'un seul coup. Le collectionneur était sûr que son adversaire faisait seulement semblant d'être faible, mais qu'il était en fait un joueur.
Le manager a été surpris d'entendre de telles hypothèses à propos de ce type. Il a demandé à son employé Jay s'il était réellement possible que le jeune homme soit un vrai joueur. Jay a répondu qu'il pourrait le confirmer lorsqu'il serait entré dans la bataille avec ce type, mais d'après ce qu'il avait entendu, il a conclu que le jeune homme pourrait être un joueur récemment éveillé. Un autre employé s'est joint à la conversation et a déclaré qu'un enfant était venu voir le patron et voulait parler de la dette de la famille Bay. Le patron a été surpris par une visite aussi soudaine. Meng Fei ne pouvait pas croire que notre héros puisse oser venir à son bureau, alors il lui a ordonné d'être rapidement amené à son bureau. Il était mécontent que les collectionneurs non seulement n'aient pas recouvré la dette, mais qu'ils aient également emporté leur queue avec eux. Le patron a déclaré qu'il punirait ses employés plus tard, mais que pour l'instant, il devait disparaître de ses yeux. Un autre subordonné de Meng Fei a rapporté qu'il avait amené Jan Minjian. Le patron et Jay regardèrent le personnage principal avec curiosité. Le gars a dit bonjour et a demandé avec hésitation qui était le patron nommé Meng Fei. Le chef expliqua que c'était lui et demanda si le jeune homme avait réellement battu ses hommes. Le protagoniste s'est sincèrement excusé d'avoir été ému et d'avoir battu les deux hommes seniors cet après-midi, et a espéré que le patron Feng ne le prendrait pas à cœur. Meng Fei pensait que le gars s'amusait encore. Il remarqua mentalement que le personnage principal ressemblait beaucoup à un personnage étouffé. Le patron sourit et fit semblant d'avoir oublié la situation désagréable avec ses employés. Il pensait que son peuple avait tout simplement fait du mauvais travail et il comprenait que ce type était venu le voir pour plus que de simples excuses. Jan Minjian a expliqué qu'il était venu ici à propos de la dette de la famille Bay et qu'il voulait que le patron lui donne un peu de temps pour la rembourser. Meng Fei a souligné que cela serait difficile à faire, mais a accepté l'accord à une condition. Le personnage principal était ravi de la gentillesse du patron et demandait quel serait son état. Jay a commencé à sourire lorsque le patron a parlé de son état. Meng Fei était prêt à prolonger le délai de remboursement de la dette si le gars battait son employé. Jan Minjian a estimé que ce n'était pas une méthode assez bonne et a voulu utiliser une méthode moins violente. Le patron l'a interrogé parce que notre héros parlait de moins de violence. Meng Fei a rappelé qu'il avait battu les employés et que maintenant l'homme devait le rembourser pour cela. De plus, Jan Minjian n'était pas en mesure de choisir, sinon il devait apporter l'argent maintenant. Le personnage principal serra les poings et constata qu'il avait tout compris. Il a de nouveau demandé si, après avoir vaincu le patron adjoint, le délai de remboursement de la dette serait réellement prolongé. Meng Fei a ri et a confirmé ses intentions, donc si le gars peut vaincre Jay, alors il continue la conversation. Le patron a prévenu Jan Minjian que Jay était un vrai joueur. L'employé de Meng Fei a noté que notre héros avait un regard perçant. Mais il croyait toujours que Jan Minjian était un échec, mais il s'est précipité dans la bataille. Le gars s'est immédiatement rendu compte que son adversaire était très rapide, alors il a décidé de bloquer son attaque. Soudain, Jay se retrouva derrière le personnage principal et lui demanda sarcastiquement où il regardait. Jan Minjian n'a pas remarqué une manœuvre aussi rapide comme l'éclair, il n'a donc pas compris comment son adversaire pouvait se mettre derrière lui. À la fin, Jay a donné un coup de pied net au visage du gars. Notre héros n'a pas eu le temps de réagir à une vitesse aussi incroyable, alors il a perdu l'équilibre et s'est envolé sur le côté. Il réalisa qu'il n'avait pas réussi à affronter le joueur de type vitesse. Jay, sans attendre, a continué à frapper à une vitesse fulgurante et a demandé au gars de ne pas se laisser distraire de la bagarre. L'adversaire a demandé d'un ton moqueur si le personnage principal ne pouvait vraiment pas résister à sa vitesse et a suggéré de se battre plus lentement pour donner une longueur d'avance à notre héros. Mais Jay a finalement décidé de ne pas s'arrêter et de continuer à battre Jan Minjian jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, Meng Fei pensait que ce gars était vraiment si faible, mais il ne comprenait pas pourquoi il avait pu vaincre Lao Yuan à ce moment-là. Le combattant ne pouvait pas croire qu'un si faible puisse assommer Wang d'un seul coup, et a noté qu'à ce rythme, Jan Minjian ne verrait pas la prolongation des termes de la dette. Au final, il était encore plus enclin à croire que ce type était un nouveau joueur qui avait récemment reçu ses pouvoirs. Le personnage principal s'est rendu compte que c'était un mauvais signe, que les gens ont commencé à deviner ses pouvoirs. D'après l'expression craintive du visage de son adversaire, Jay savait que sa supposition était correcte. En tant que joueur senior, il a décidé de donner une leçon à Jan Minjian. Le combattant a envoyé un conseil selon lequel l'ennemi ne devrait pas découvrir votre véritable force et a continué le combat. Le personnage principal a crié avec audace et a rassemblé toutes ses forces pour affronter son adversaire. Il sourit et pensa utiliser la bouteille d'eau qu'il avait apportée avec lui. Jan Minjian a balancé sa main et a lancé la bouteille vers Jay. Le combattant n'a pas compris ce qui volait dans sa direction et a attrapé l'objet en l'air. En regardant l'objet dans sa main, il réalisa que ce n'était qu'une bouteille d'eau. J'ai pensé que le gars était tellement désespéré qu'il pensait que la bouteille ferait une différence. Soudain, l'eau se précipita devant son visage. Tout autour était dans un rideau de fumée, et Jay ensanglanté ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Jan Minjian était satisfait de son plan et rit doucement. Meng Fei ne pouvait pas croire que le gars était un magicien et qu'il était capable d'arracher la bouteille en utilisant la magie du feu. Jay a remarqué que sa main avait été brûlée par l'explosion et qu'il était maintenant complètement incapable. Cela a mis le combattant en colère, alors il était prêt à tuer le personnage principal.
Le patron Fei ne pouvait pas comprendre comment le protagoniste était devenu si adroit si rapidement. Bien entendu, il a averti son camarade de faire attention. Mais cela ne servait à rien d'avertir, car le culat de Jeanne Mingien a volé derrière la fumée directement vers le visage de Jay. Finalement, l'adversaire du protagoniste a réussi à esquiver le coup qui aurait pu être son dernier. Gravement blessé, Jay a à peine réussi à freiner et à s'arrêter. Le combattant a demandé au gars à quelle classe il appartenait. Jeanne Mingien a rappelé qu'il y a quelques secondes, le joueur senior avait conseillé qu'il n'était pas nécessaire de parler à qui que ce soit de vos véritables compétences. J'ai été ennuyé par les astuces aussi simples du personnage principal et par le fait qu'ils aient pu le vaincre. Le gars a de nouveau utilisé une bouteille d'eau au combat et son adversaire était déjà préparé à un tel développement des événements. La bouteille déchirée roula vers les pieds de Man Fei et il la ramassa. L'homme a remarqué qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, à savoir du métal. À ce moment-là, il réalisa que Jeanne Mingien les avait trompés et n'était en réalité pas un magicien. Pendant ce temps, Jay, enragé, a décidé de montrer ses capacités de mouvement instantané. Notre héros se rendit compte que son adversaire en profitait une seconde fois pour se placer à nouveau derrière lui. En conséquence, encore plus de bouteilles d'eau explosives sont tombées sur Jay, ce qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Jeanne Mingien s'est accroupi et s'est couvert les oreilles pour ne pas être blessé par les explosions, et à ce moment-là, son adversaire a été brûlé dans le feu. Jay a essayé de se remettre d'une attaque aussi soudaine et forte, et le personnage principal a également décidé de lui donner une leçon. Le conseil du gars était que vous ne devriez jamais sous-estimer votre adversaire, aussi faible qu'il puisse paraître. Après le coup final de Jeanne Mingien, son adversaire gisait inconscient sur le sol. À ce moment-là, le système Abyss a informé le gars qu'il avait reçu 40 points de respect et qu'il était passé au 3e niveau. Meng Fei a été choqué que l'un de ses meilleurs combattants ait été vaincu par ce petit gars. Jeanne Mingien a appelé le patron, mais il a été abasourdi par le combat qu'il a vu et par la défaite de Jay. Le personnage principal, le sourire aux lèvres, lui a demandé s'il était suffisamment qualifié. Une aura menaçante s'est formée autour de lui et il a invité Ferry à s'asseoir et à parler de la prolongation de la période de remboursement de la dette. Le perdant, Jay, a continué à rester allongé sur le sol, inconscient. Meng Fei fit silencieusement un pas vers le personnage principal. À la fin, il a rompu le silence par des applaudissements et a félicité Jeanne Mingien pour sa brillante victoire. Le patron a admis que cette bataille était perdue à ses côtés, mais le spectacle semblait magnifique. De tels éloges ont embarrassé notre héros, alors il a expliqué qu'il n'avait qu'un peu plus de chance que son adversaire. Meng Fei a noté que le gars n'avait pas besoin d'avoir honte de ses réalisations. Il a dit qu'il avait remarqué le truc que Jeanne Mingien utilisait contre son employé. Le patron voulait en savoir plus sur cette astuce. Meng Fei a demandé à notre héros quel type de métal se trouvait à l'intérieur de la bouteille et comment ils avaient pu exploser. Jeanne Mingien a expliqué qu'il s'agissait de sodium métallique ordinaire. Le mari fut surpris d'entendre le nom d'un élément chimique qui ne lui était pas familier. Le personnage principal a noté que chaque écolier sait que le sodium réagit fortement et explose au contact de l'eau. Sur le chemin du bureau, il a récupéré 6 bouteilles d'eau dans un magasin voisin. Meng Fei a remarqué qu'il n'avait pas vu comment le gars avait mis du métal dans la bouteille lorsqu'il les avait jetées, c'est-à-dire qu'il aurait dû y mettre du sodium à l'avance, mais la réaction s'est ensuite produite instantanément. Le jeune homme a expliqué que pour des raisons de sécurité, il suffisait de vider un peu d'eau. Il a ensuite fixé le métal au couvercle avec du ruban adhésif double face et a ainsi empêché la réaction. Même s'il n'y avait pas assez de réactifs, c'était quand même suffisant pour surprendre l'ennemi et le désorienter. Après des explications aussi détaillées, Meng Fei a tout compris. Pourtant, il a quand même demandé où le gars pouvait se procurer du sodium métallique, car il est difficile de l'acheter dans un magasin, mais Jeanne Mingien pensait que trop de questions avaient déjà été posées. Le personnage principal a noté qu'apparemment le patron avait des problèmes de mémoire, car son bureau était situé dans le marché chimique. Ensuite, Meng Fei s'est rendu compte que le jeune homme n'était pas stupide et qu'il avait prévu cela dès le début. L'homme a noté que le jeune homme l'avait vraiment aidé à élargir ses horizons. Jeanne Mingien était le genre de personne qui pouvait vraiment surprendre le patron. Le premier s'est alors rendu compte que le personnage principal se comportait au début comme un faible et était passif au combat afin que l'adversaire perde sa garde. Dans ses pensées, le gars pensait qu'en fait ce n'était pas intentionnel, mais simplement l'effet des compétences aura du perdant. Meng Fei a réalisé que si Jay n'avait pas été dupé par les astuces du jeune homme, il aurait gagné grâce à ses capacités de combat. L'homme a conclu que l'homme avait seulement l'air d'être venu pour des négociations de paix, mais qu'en réalité il était complètement prêt pour la bataille. Jeanne Mingien voulait vraiment tout résoudre de manière pacifique et sans violence. Mais le jeune homme n'a pas eu la naïveté de venir au bureau les mains vides, sans aucune préparation, sachant qu'il ne serait pas autorisé à entrer après avoir été battu par les collectionneurs. Le patron Fei était ennuyé que Jeanne Mingien soit si intelligent et rusé à un si jeune âge. Finalement, le patron a admis que notre héros était très intelligent, alors Meng Fei voulait voir jusqu'où le jeune homme irait dans le monde des joueurs. Le gars a décidé de lui rappeler que dès le début, il s'agissait de dettes. Le patron s'est assis sur la chaise et a assuré qu'il tenait toujours parole. Meng Fei a finalement proposé de prolonger la période de remboursement de la dette.
Il semble que les conditions de l'homme n'aient pas satisfait notre héros, il a crié dans tout le bureau. Le gars était indigné et ne comprenait pas comment il allait trouver 3,5 millions en 3 jours. Le patron était agacé par les cris de Jeanne Mingion, car ses oreilles étaient bouchées. Il ne voulait faire aucune concession, car le jeune homme était un joueur et pouvait le gagner après plusieurs voyages dans les donjons. Le personnage principal a expliqué que son éveil s'est produit assez récemment et qu'il n'avait toujours pas réussi le test pour se qualifier en tant que joueur, et encore moins rejoindre une guilde. Meng Fei a estimé que ce n'était définitivement pas son problème et a dit au jeune homme qu'il y aurait une évaluation des joueurs lundi, ce qui était une bonne opportunité. Il a placé sa propre carte de visite devant Jeanne Mingien et lui a demandé de le contacter lorsque le débiteur recevrait une somme d'argent suffisante. De plus, la société Bossman collectait des informations, il était donc prêt à aider le personnage principal si nécessaire. Meng Fei lâcha finalement le jeune homme et le regarda quitter la fenêtre de son bureau. Le collectionneur a demandé si le patron laisserait vraiment ce type partir facilement. Mais le patron était convaincu que Jeanne Mingion donnerait l'argent à temps, car l'homme avait vu des choses incroyables en peu de temps. Finalement, le personnage principal est rentré chez lui et en a informé sa famille. Tante lui a soigneusement demandé de se laver les mains et de commencer à manger. Taozi a dit qu'aujourd'hui, alors que sa mère n'était pas à la maison, des agents de recouvrement sont venus vers eux, mais Jeanne Mingion les a chassés. La femme était furieuse contre son mari Bexiagnon et a assuré à notre héros qu'il n'avait pas à s'inquiéter de cela et qu'elle trouverait elle-même l'argent pour rembourser la dette. Le gars a noté que le montant était plutôt important et que le bureau ne laisserait guère la famille tranquille si la dette n'était pas remboursée. Lorsqu'elles ont appris le montant de 3,5 millions, la fille et la mère ont été incroyablement choquées. Jeanne Mingion les a rassurées, car il avait déjà parlé au collectionneur, et avec l'aide du statut de joueur, il allait rapidement gagner cet argent. La tante a rejeté l'offre du gars et a claqué sa main sur la table. Elle ne voulait catégoriquement pas permettre à son neveu de devenir joueur. La femme a déclaré que les parents du personnage principal avaient disparu après qu'il soit devenu joueur. Le gars a été surpris d'entendre cette histoire, on lui avait déjà dit que sa mère et son père étaient morts dans un accident. Jeanne Mingion a regardé sa tante, qui n'avait toujours pas dit un mot, avec une question dans les yeux. En fin de compte, la femme a noté avec un soupir que le gars avait un caractère tellement incontrôlable depuis son enfance. Elle a dit que les parents du garçon étaient en fait des joueurs, et cela s'est produit il y a 20 ans, alors que Jeanne Mingien n'avait qu'1 an. Ils sont venus voir leur tante et lui ont demandé de s'occuper du bébé pendant qu'il faisait un long voyage. Même alors, la femme savait que les autorités les avaient choisis pour se joindre au raid massif. Les parents sont partis et ne sont revenus qu'1 an plus tard, lorsque l'inspection nationale des joueurs s'est rendue au domicile de la tante et les a informés de leur disparition. Pendant tout ce temps, la femme ne voulait pas en parler parce qu'elle avait peur que Jeanne Mingion ne suive pas sa mère et son père. La tante a supplié le personnage principal de ne pas devenir un joueur et a promis de résoudre le problème d'argent par elle-même. Finalement, la nuit tomba et notre héros alla enfin se reposer. Son sommeil n'était pas réparateur, alors il revenait sans cesse d'un côté à l'autre. À la fin, Jeanne Mingion n'en pouvait plus, a sauté du lit et a crié, parce qu'il ne pouvait pas dormir du tout. Le gars ne pouvait pas croire que ses parents étaient des joueurs, et il comprenait que sa tante aurait gardé le secret s'il n'avait pas lui-même voulu rejoindre les joueurs. Selon la femme, après leur disparition, elle s'est adressée aux autorités, mais elle n'a rien pu découvrir, même la guilde n'a laissé aucune trace, comme si elle n'avait jamais existé. Jeanne Mingion voulait savoir ce qui était arrivé à ses parents pendant le raid, ils se cachaient pendant 20 ans et soupçonnaient qu'ils étaient peut-être morts. Le personnage principal s'est souvenu de tous les ridicules et insultes qu'il avait entendus de sa part en tant qu'orphelin. Il a essayé de dissiper ses pensées obsessionnelles sur son enfance difficile. Le gars est tombé épuisé sur le lit et a réfléchi à quoi faire ensuite. Soudain, il se souvint de la carte de visite que Meng Fei lui avait donnée. Le téléphone du patron était posé sur la table de nuit lorsqu'il reçut un appel entrant. Il a décroché le téléphone et a demandé qui était à l'autre bout du fil. Jeanne Mingion s'est excusée d'avoir dérangé Meng Fei et a expliqué que c'était lui qui avait appelé. Le jeune homme s'est souvenu que la société Menes collectait des informations, il a donc demandé à rechercher des informations sur 2 joueurs disparus il y a 20 ans. Le patron a expliqué que ce serait 200 000 yuan, mais que s'ils ne trouvaient rien, ils en rendraient la moitié. Jeanne Mingion et Meng Fei ont accepté et ont mis fin à la conversation. Notre héros est fatigué car tout se résume à nouveau à l'argent. Il s'est excusé auprès de sa tante de ne pas l'avoir écouté cette fois-ci, car il avait définitivement décidé qu'il voulait devenir joueur. Pendant ce temps, dans une pièce inconnue, où le patron a appelé son autre employé. Son subordonné n'aimait pas que le patron appelle si tard parce qu'il voulait dormir. Le patron a haussé la voix et a rappelé à l'employé en mongron que l'évaluation trimestrielle des nouveaux joueurs commencerait très prochainement. Il lui ordonna d'ouvrir grand les yeux et de trouver définitivement le joueur, sinon il enterrerait en mourant sous terre. Le gars a assuré que cette fois il recruterait quelqu'un de fort. Les événements se déroulent lundi matin au Players Center. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui vendaient des cristaux magiques de haut rang et résolvaient leurs relations entre eux. Le personnage principal a noté qu'il y avait plus de monde à l'inspection qu'à n'importe quelle foire.
Jeanne Mingion a regardé autour de lui et a pensé qu'il devait trouver quelqu'un qui savait où se trouvait le centre d'enregistrement des nouveaux joueurs. Il s'est approché du type le plus proche et lui a demandé où se trouvait le bureau. Il s'est avéré que c'était en Monron lui-même qui cherchait de nouveaux joueurs pour son patron. Il semble qu'il ait voulu dire une sorte d'insulte à notre héros. Jeanne Mingion avait peur et pensait déjà qu'il avait choisi la mauvaise personne pour demander son chemin. Soudain, en Monron tapota l'épaule de Jeanne Mingion et dit qu'il était un génie, c'est pourquoi notre héros n'a rien compris du tout. En fait, l'étranger a déclaré qu'il s'habillait simplement aujourd'hui, il pensait donc que personne ne remarquerait sa beauté et a donc souligné le génie du protagoniste. Jeanne Mingion a rappelé qu'il avait demandé le bureau d'enregistrement des nouveaux joueurs. Son interlocuteur s'est alors rendu compte que le personnage principal était venu ici parce qu'il était nouveau et qu'il voulait obtenir une note. Il a expliqué que l'enregistrement des nouveaux joueurs avait lieu à l'entrée latérale et que de l'autre côté il y avait un contrôle pour les anciens, et a recommandé à Jeanne Mingion de trouver un employé pour remplir le formulaire d'inscription. Le personnage principal a remercié le bel homme et a couru dans la direction dont il avait besoin. En Monron lui a souhaité bonne chance et pensait que notre héros deviendrait définitivement un joueur. Le beau mec pensait que Jeanne Mingion avait l'air plutôt faible, alors il pensait que cette fois il n'y avait que des perdants rassemblés ici. À ce moment-là, une voiture inconnue s'est rapidement approchée de lui. Zhang Miao, que le personnage principal n'avait pas rencontré de la meilleure façon, est sorti de la voiture et a demandé à Monron s'il était le vice-chef de la guilde ou Ben. Il semblerait que ce vaniteux magicien ait également eu une relation tendue avec le beau mec, car il se faisait toujours des blagues sarcastiques. Zhang Miao a noté quand Monron devait s'occuper de sa guilde, qui allait s'effondrer très bientôt, et lui a proposé d'aller le voir à Changin. Le gars ne considérait pas la guilde du Major comme si bonne, car il y avait un salaud comme Zhang Miao. Soudain, quelqu'un s'est approché d'eux et leur a ordonné de s'arrêter, et les gars ont ressenti la pression d'un joueur de rang S. L'homme a souligné qu'ils étaient des personnalités publiques et que s'ils commençaient à se battre, ils se déshonoreraient. Il s'agissait de Xuongsh, le chef de la guilde du vent et du tonnerre, un guerrier de rang S, et il a noté que tout le monde autour d'eux voulait avoir des personnes talentueuses dans leur guilde. Il n'était donc absolument pas nécessaire de se battre pour cela. Pendant ce temps, Jeanne Mingion s'est inscrit avec succès, a acquis la classe de guerrier et a reçu son insigne numéroté, qu'il a dû attacher sur sa poitrine. L'employé lui a demandé de franchir la porte, après quoi il se rendrait sur le site de test. Le gars se tenait devant la dernière porte avec une légère appréhension dans l'âme. Jeanne Mingion serra les poings et se prépara à rejoindre le monde réel des joueurs. Soudain, le système Abyss a envoyé un nouveau message au personnage principal. Elle nous a informé que le gars n'avait pas reçu de points d'effroi depuis longtemps, le système a donc dû infliger une punition aléatoire, qui consistait en une déduction de 50 points de chance à notre héros. Le personnage principal était complètement mécontent de ce système stupide. À l'aide de haut-parleurs, les organisateurs ont annoncé que l'évaluation des nouveaux arrivants allait bientôt commencer et ont demandé à tout le monde d'entrer dans l'arène. Jeanne Mingion s'est rendu compte qu'il était en retard et a essayé de se calmer, car maintenant il ne pouvait qu'espérer le meilleur. Pendant qu'il entrait dans l'arène, le gars pensait que même si sa chance avait diminué de 50 points, il ne savait toujours pas combien elle était au départ, alors peut-être que ce n'était pas une perte terrible du tout. La peur a de grands yeux, alors peut-être que la situation n'était pas catastrophique. Notre héros est entré dans l'arène avec confiance, mais il semble que la punition ait commencé à faire effet, alors il a trébuché maladroitement à cause d'une pierre. De plus, Jeanne Mingion est tombé le front sur une pierre en accélérant. Les autres joueurs regardèrent le pauvre garçon et lui demandèrent s'il allait bien. Le gars a assuré que tout allait bien et a estimé que la décision de distribuer 20 points à la force n'était pas mauvaise, sinon il aurait été le joueur le plus faible de toute l'histoire. Mais il réalisa néanmoins que sa situation était bien pire qu'il ne l'avait pensé auparavant. L'un des joueurs a déclaré que l'évaluation commencerait bientôt et que le personnage principal devait donc se lever rapidement. Les inconnus ont commencé à discuter de qui pourrait devenir l'examinateur en chef et ont espéré que ce ne serait pas Illy. Jeanne Mingion a interrompu leur conversation et les gars ont immédiatement prêté attention à lui. Notre héros a demandé qui était Illy et pourquoi il pourrait y avoir des problèmes avec elle. L'un des joueurs a été surpris que le gars soit venu à l'évaluation en ne sachant presque rien, mais a accepté de tout expliquer. Dans le centre des joueurs de leur ville, il y avait 3 examinateurs magiciens seniors de rang S, et le premier d'entre eux était le sorcier silencieux Mowen. Le deuxième examinateur était le guérisseur Wang Lin, et la dernière était une charmante reine nommée Illy, et les examinateurs effectuaient l'évaluation, la distribuant entre le matin, le déjeuner et le soir. Bien qu'il s'agisse d'un test pour les joueurs, ce n'est qu'un travail, donc les 2 premiers examinateurs font tout sans astuce, mais Illy était complètement différent. Il s'est avéré que cet examinateur était un pervers. Jeanne Mingion avait honte de ce qu'il avait entendu, car il pensait que la femme battait les gens avec un fouet, et ses interlocuteurs ont vu l'étrange excitation du gars. Les joueurs ont confirmé les suppositions du jeune homme, mais le plus dégoûtant était que la femme était très stricte, donc l'évaluation avec elle peut être qualifiée de véritable torture. Généralement, avec 50 participants, les examinateurs éliminent 10 personnes par tour. Mais dans le cas de Illy,
seules 10 personnes participent au tour lui-même. Le deuxième joueur a déclaré que le personnage principal n'avait pas à s'inquiéter, car l'homme lui-même avait également élu la saison précédente. À ce moment-là, Jeanne Mingion s'est rendu compte que c'était sa fin, et le joueur a pensé qu'il était stupide, car la probabilité qu'il rencontre un sadique était la même que l'année précédente. Mais avec la chance actuelle du personnage principal, ils n'obtiendront Illy que si le gars est maudit. Le premier numéro demandait quand l'évaluation commencerait, car l'examinateur principal n'était pas encore arrivé. Le reste des joueurs ont également remarqué que l'évaluation avait déjà été retardée de 10 minutes, ils ont donc été indignés. L'employé est devenu nerveux à cause de l'indignation des participants et a demandé d'attendre un peu avant de commencer. Finalement, une femme magnifique s'est approchée, touchée que les joueurs l'attendent avec autant d'impatience. Laissez-l'y s'asseoir sur le toit du stade, puis sauter vers ses protégés pour commencer le processus d'évaluation. Tous les gens en bas ont remarqué une ombre dans le ciel et se sont intéressés à ce que c'était. L'examinateur a atterri avec une telle force que des morceaux de terre ont volé dans des directions différentes. Les joueurs devaient se défendre avec leurs mains, sinon ils recevaient des pierres au visage. Des morceaux de terre ont également volé sur l'assistante, mais elle n'a pas fait semblant. Pendant ce temps, Hailey émergea de la fumée et des cendres et salua ses joueurs, les players. La femme, tenant un fouet, leur demanda s'ils étaient prêts à lui enseigner avec amour. Le partenaire de Jeanne Mingien n'a pas compris pourquoi il avait fait si mal qu'il a reçu Hailey lors de l'évaluation pour la deuxième fois. Le personnage principal était gêné, car son camarade n'était responsable de rien, car la seule faute était le gars lui-même. L'autre partenaire de Jeanne Mingien était sûr qu'il n'y avait rien à craindre de ce Hailey, car dans n'importe quelle situation, le joueur doit tout donner pour la cause. Il s'est avéré qu'il avait déjà eu un saignement donné à cause de la beauté de l'examinateur et cela expliquait son humeur et son désir de tout donner. Les événements sont transférés au 3e auditorium du bâtiment central. Zhang Miao était assis là, parlant de la façon dont ce groupe pauvre était condamné avec Hailey. En Monron a noté que le participant numéro 1 avait une bonne aura, et le major a alors seulement remarqué que son ennemi était dans la même pièce que lui. Le participant numéro 1 s'appelait Tokugawa et était originaire de la ville de Tokchon. Il a étudié le busido japonais depuis son enfance, sa force est évaluée par son rang, il y a donc eu un combat actif pour lui dans le public. Zhang Miao en avait assez des paroles vides de sens, alors il a proposé d'argumenter. Le major avait avec lui une pierre spirituelle de 2 kg d'une valeur de 200 000, qu'il devait offrir au numéro 1 en cadeau pour avoir réussi l'évaluation, mais si le joueur échouait, le bijou irait à Mongron. Si le beau mec perd, il doit aboyer comme un chien. Les membres de la guilde ont conclu un accord entre eux et, pendant ce temps, le personnage principal se préparait pour l'évaluation. Laissez-lui expliquer les règles du défi, à savoir que l'examinateur attaquerait désormais les joueurs sans arrêt pendant 30 minutes en utilisant la magie. Les joueurs avaient le choix d'esquiver, de défendre, de soigner ou de foncer, et ils devaient survivre au temps imparti pour passer au tour suivant. Une fois qu'un joueur perd connaissance ou quitte l'arène, il sera considéré comme éliminé. Pendant ce temps, l'assistant a mis des lunettes high-tech qui ont aidé à réaliser les tests. La jeune fille a immédiatement activé sa perception de l'espace. Le terrain de l'arène autour d'elle a commencé à se transformer de manière étonnante. Les joueurs ont observé avec surprise et intérêt les changements qui se produisaient autour d'eux. Jeanne Mingion a noté qu'il sentait juste quelque chose le traverser, mais son partenaire a expliqué qu'il ne s'agissait que d'un sort qui servait à surveiller les mouvements des joueurs présents dans l'arène et à les sauver en cas de situation imprévue. Finalement, il s'est préparé et était prête à commencer le premier tour. La femme envoya un jet de sa puissante magie directement dans le ciel. Certains qui regardaient l'arène de loin pensaient qu'il s'agissait d'un énorme feu d'artifice. Le numéro 42 a averti Jeanne Mingion de se préparer au combat et de penser à esquiver. De nombreux flux de magie de l'examinateur ont commencé à tomber du ciel dans l'arène, qui a immédiatement commencé à rattraper ses premières victimes. Le numéro 38 a décidé d'utiliser la technique Fast Step pour esquiver les attaques plus rapidement. Il était content car cette tâche était pour lui un jeu d'enfant. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre a utilisé la magie naturelle et a invoqué un mur de pierre en utilisant une technique terrestre. La structure est soudainement apparue juste à côté du numéro 38, donc il a eu un peu peur. Il s'est avéré que c'était le partenaire de Jeanne Mingion, et l'autre joueur était mécontent que l'homme utilise la magie alors qu'il devrait être un tank. Le numéro 42 a souligné qu'il n'est pas nécessaire de juger un livre à sa couverture, car cette année, il avait déjà 30 ans et est devenu magicien, et en plus, il a invité d'autres joueurs à se cacher derrière son mur pour survivre au premier tour. Le personnage principal, quant à lui, fuyait les explosions et remerciait son camarade pour son aide. Jeanne Mingion a remarqué que la statistique de force rendait non seulement les attaques plus fortes, mais augmentait également la puissance du sprint. Il avait juste besoin de concentrer l'énergie dans sa jambe et d'utiliser la force. En fin de compte, le gars a réussi à sauter au bon endroit. À ce moment-là, il fut averti par un cri qu'un flux de magie volait derrière lui. L'énergie concentrée a percuté le dos de Jeanne Mingion avec une telle force que le pauvre garçon a claqué des dents. Tout le monde espérait qu'il ne mourrait pas après un coup direct. Ils ont vu que notre héros était vivant, mais pour une raison quelconque, il pleurait. Finalement,
Jeanne Mingion s'est retrouvé derrière la pierre et a déjà compris toutes les souffrances et les difficultés des anciens. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un test, mais d'un véritable champ de bataille. La sphère a continué à tourner au-dessus de l'arène et à tirer des feux d'artifice magiques dans différentes directions. Jeanne Mingion a demandé à ses camarades s'il ne devrait pas y avoir uniquement un outil permettant d'évaluer les joueurs. Le gars a imaginé qu'il devrait y avoir une sphère magique spéciale qui répartit les rangs entre les gens. Le numéro 42 pensait que le personnage principal avait relu le manga et en était fan. Jeanne Mingion a réfuté ces suppositions de son camarade et a noté qu'avec un certain appareil, l'évaluation serait beaucoup plus facile et plus rapide. Un homme voulait poser à notre héros une question spécifique sur les classes de joueurs. Il y avait des guerriers, des rangers et des magiciens, et pour chacun d'eux il fallait sélectionner la caractéristique principale pour évaluer la force de chaque joueur individuellement. Le gars ne pouvait pas comprendre, il pensait que le rang de la pierre d'éveil déterminait le niveau. Le numéro 38 a noté qu'une telle évaluation est plutôt superficielle et que le test montre de réelles capacités de combat. Un autre joueur a convenu qu'il pouvait vraiment montrer ses capacités de combat. Il croyait que la pierre d'éveil était davantage un outil et un équipement, plus sa qualité était élevée, meilleure était l'arme. Ainsi, si un débutant ne parvient pas à trouver les points faibles du monstre ni même à le toucher, il ne pourra pas lui infliger de dégâts correspondant au niveau de la pierre. Ou bien le joueur ne pourra pas se positionner et avoir une bonne perception de l'environnement. Même avec le meilleur équipement de protection, tôt ou tard, il peut mourir dans un donjon changeant au hasard. En raison de tous ces facteurs, les joueurs sont jugés sur leur capacité de combat et leur capacité de survie, car ces deux éléments déterminent leur véritable force. Le numéro 42 a expliqué que si l'évaluation était effectuée à l'aide de cristaux, la plupart des gens la réussiraient et ne seraient que de la chair à canon, et c'est à ce moment-là que Jeanne Mingion a compris le sens de ces tests. L'homme a noté que dans chaque pays, ils abordent l'évaluation des joueurs de manière responsable, mais c'est Illy qui était trop strict. Le numéro 38 a souligné que ce n'était pas le moment de communiquer à ce sujet, car il semblait que le rocher protecteur commençait à s'effondrer. Le mage de 30 ans a noté que la dernière fois, il avait réussi le premier tour avec facilité en utilisant ce sort. Il assura qu'il maîtrisait parfaitement les sorts de protection, et le numéro 38 décida de faire attention et de voir ce qui se passait derrière le rocher. Le gars a demandé si le magicien était absolument sûr que la pierre pouvait résister à une telle puissance de feu. Le numéro 42 a garanti qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter et a deviné que le gars n'avait jamais assisté au procès à Illy. Il voulait dire qu'une telle puissance de feu était tout à fait normale, mais il fut surpris lorsqu'il vit ce qui se passait derrière le mur de pierre. Des dizaines de rayons lumineux de magie ont volé vers nos héros. Une pluie d'obus s'est écrasée sur le rocher et personne n'a pu comprendre d'où venait une telle puissance de feu. L'assistante a informé Illy qu'elle avait envoyé un tiers de la puissance vers 12 heures et a demandé avec incertitude si l'examinateur était autorisé à le faire. Soudain, la femme a répondu qu'elle n'avait rien à voir avec cela. Elle n'a jamais contrôlé la direction des boules de feu, elles volent elles-mêmes là-bas, comme si quelque chose les y tirait. Le numéro 38 ne comprenait pas non plus pourquoi une telle puissance de feu était dirigée contre eux et considérait cela comme anormal. Le numéro 42 remarqua que les balles volaient sur eux comme s'il s'agissait de boss monstres et pensa qu'un de ses camarades avait offensé l'examinateur. Pendant que les partenaires se disputaient, le principal coupable était sûr que cela se produisait précisément à cause de lui, et il comprenait que ce stupide système n'allait pas le laisser partir comme ça. Finalement, la pluie de balles a endommagé le rocher et celui-ci a commencé à s'effondrer. Le personnage principal et ses camarades semblaient choqués par leur éventuelle défaite. Finalement, ils se sont rendus compte qu'ils devaient s'enfuir de toute urgence, sinon ils auraient été lapidés. Jeanne Mingion a attrapé son camarade abasourdi pour le sauver de la mort. Il a demandé si le numéro 38 allait bien, car plus le joueur n'aurait pas été sauvé. 38e saignait de sa tête cassée, alors il a demandé à Jeanne Mingion de ne plus l'aider, parce que même avec les pierres, il serait moins blessé. Il a rappelé que la sécurité n'était pas passée, il ne fallait donc pas rester immobile et s'enfuir rapidement. Les gars sont revenus au bruit de leur ami et il a demandé avec irritation pourquoi il continuait à rester debout. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jeanne Mingion a compris à quel problème il devait échapper de toute urgence. Le numéro 38 pensait que cela se produisait uniquement parce qu'il regardait la poitrine de l'examinateur. Le personnage principal a rassemblé le courage d'admettre à ses camarades que toutes les balles volaient après lui. Le partenaire a demandé ce que le gars avait fait et qu'il recevait maintenant une telle punition. Jeanne Mingion n'a pas eu le temps d'expliquer la situation, alors il a décidé de retirer lui-même les balles de ses camarades. Le numéro 42 a dit qu'il restait encore environ 10 minutes et a demandé si le gars allait fuir les balles pendant tout ce temps. Le gars a confirmé ses intentions et a demandé au magicien de le renforcer, car la vitesse de Jeanne Mingion n'était pas mauvaise, mais sa flexibilité osseuse n'était pas suffisante. Le camarade a accepté d'aider notre héros, mais a prévenu que l'effet ne durerait pas longtemps. À l'aide de sa baguette magique, le numéro 42 utilisa la magie d'amplification. Il a appliqué une amélioration complète des statistiques à Jeanne Mingion. Instantanément, le personnage principal a concentré son énergie dans ses jambes et s'est préparé à fuir les balles. Il a demandé à tout le monde de se disperser et a fait un puissant bond.
Jeanne Mingien a reçu un message du système indiquant qu'il pouvait envoyer des boules magiques à d'autres et ainsi gagner des points de crainte. Le gars pensait que c'était toujours un moyen facile d'obtenir des points d'effroi, de réduire le nombre de balles dans l'arène et d'éliminer certains participants. Il ne savait pas ce que serait le deuxième test, mais selon son camarade, seules 10 personnes réussiraient le premier, donc éliminer les autres joueurs améliorerait la situation de Jeanne Mingien. Mais notre héros a compris qu'en utilisant de tels sales tours, il ne pourrait pas devenir un vrai joueur. Pendant ce temps, les pouvoirs magiques de la fille numéro 48 étaient déjà à la limite, donc son bouclier ne durerait pas longtemps. Soudain, elle s'aperçut qu'elle faisait voler un projectile qui n'était pas comme les autres. Cela semblait plus dense et plus long, alors la fille se doutait de quelque chose. Le numéro 48 s'est rendu compte que si ce ballon le touchait, ce serait définitivement la fin pour lui. Jeanne Mingien, qui fuyait les attaques, l'a repoussé pour courir plus loin. Il vola devant la jeune fille à une vitesse incroyable. Le numéro 48 a demandé pourquoi le gars courait à une vitesse vertigineuse et a failli la renverser. La jeune fille n'a pas eu le temps de finir de parler lorsqu'elle a remarqué que Jeanne Mingien lui avait retiré le projectile et l'avait aidé. Plus loin dans l'arène, d'autres cris ont été entendus indiquant que le gars courait négligemment et faisait des bêtises incompréhensibles. Le numéro 6 a remarqué que le personnage principal avait distrait toutes les boules magiques. La fille numéro 11 n'a pas ressenti le mana de Jeanne Mingien et n'a pas compris pourquoi le gars essayait d'aider tous les joueurs, car il pourrait instantanément sortir de l'évaluation. La magicienne a invité tous les participants à soutenir leur sauveur. Elle a souligné qu'ils ne pouvaient pas compter sur le joueur le plus faible pour réussir le test. Tous les participants étaient d'accord avec la jeune fille, car ils ne pouvaient pas se contenter de regarder leur sauveur et ne rien aider. L'un des magiciens a utilisé une résistance magique et une protection magique accrue. Un autre participant a utilisé la magie pour améliorer le degré initial, augmentant ainsi la dextérité. Jeanne Mingien a remarqué que toutes ces statistiques avaient augmenté parce que quelqu'un avait utilisé la magie pour le faire. Le gars ne comprenait pas pourquoi le système lui donnait 10 points de crainte, même s'il n'attirait pas les balles sur les autres. Il s'est avéré que les points ont été attribués parce que les participants étaient emportés par ses actions et il a estimé que sa punition n'était pas si grave. Le personnage principal a décidé que pour améliorer l'effet, il devait attirer encore plus de balles. Jeanne Mingien a reçu des dizaines de points de crainte et a rapidement augmenté son niveau, tandis que le joueur numéro 1 tuait des gens de sang-froid. Le tueur n'a prêté aucune attention aux cris de ses victimes et a expliqué aux participants qui ont remarqué son crime qu'il avait seulement coupé les bras et les jambes des gens, mais qu'il ne les avait pas tués. Il a conclu des expressions sur les visages des joueurs qu'ils n'étaient pas du tout préparés pour l'évaluation, car le deuxième test consistait précisément dans le fait qu'ils devaient éliminer autant de participants que possible et obtenir des points en retour. L'un des joueurs a noté que même si vous devez éliminer les gens de la compétition, vous pouvez simplement les rendre inconscients ou les faire sortir de l'arène sans leur gâcher la vie. Le numéro 1 pensait que le monde n'avait pas besoin d'autant de joueurs et de faibles, et qu'ils n'étaient que des tremplins pour ce tueur de sang-froid. Il a décidé que l'interlocuteur deviendrait sa 7e victime. Soudain, le numéro 1 a porté un coup habile aux participants. Il lui fallait éliminer 3 autres joueurs et le gars se demandait qui serait sa prochaine victime. Le numéro 3 est tombé sous la main brûlante du tueur et le type a supplié le premier de ne pas le toucher et a voulu se rendre tout seul. Le numéro 1 a déclaré qu'il n'y avait pas besoin de tracas supplémentaires. Le joueur a coupé sans émotion 3 numéros en 2. La victime suivante était une fille effrayée qui a supplié le gars de ne pas la tuer. Le numéro 1 avait déjà compris et ne pouvait pas s'arrêter, alors il s'est jeté sur le pauvre participant. Soudain, l'un des joueurs a appelé le salaud, alors il a été distrait de la fille. Avant que le numéro 1 n'ait eu le temps de voir cet homme courageux, un coup violent du personnage principal lui a frappé au visage et il s'est rapidement envolé sur le côté. Le tueur était en colère que quelqu'un ait osé l'attaquer en catimini, et il a également remarqué que l'attaquant n'avait aucun pouvoir magique. Jeanne Mingien ne pouvait pas croire qu'un tel salopard puisse parler d'un combat loyal et a noté que son coup n'était qu'un apéritif. Le plat principal du numéro 1, sous la forme de toutes les boules magiques, était en route, mais le tueur n'a pas compris ce qui se disait. Le personnage principal a parlé de punition du ciel pour la racaille. Ce n'est qu'à ce moment-là que le numéro 1 remarqua que des dizaines de projectiles magiques volaient vers lui. En fin de compte, les balles ont atteint leur cible et l'ignoble tueur s'est retrouvé parmi les jets de feu brûlants. Tout le monde ne comprenait pas si Jeanne Mingien avait vraiment détourné toutes les boules magiques et les avait dirigées vers quelqu'un d'autre. Les joueurs ont réalisé que le participant numéro 1 éliminait les autres et leur coupait les bras et les jambes, et que le personnage principal essayait de l'arrêter. Le camarade de Jeanne Mingien espérait qu'avec une telle puissance de feu, le joueur sournois aurait dû être éliminé de la compétition. Le personnage principal était quelque peu méfiant, car il n'avait reçu aucun point de respect, il pensait donc que le numéro 1 n'éprouvait aucune émotion. Ensuite, le gars s'est rendu compte que, très probablement, le joueur n'aurait pu subir aucun dommage. Et effectivement, le numéro 1 était conscient et voulait contre-attaquer notre héros. Le gars a été sauvé par le fait que l'assistant l'a informé que le temps était écoulé et que le test était terminé. En fin de compte, Jeanne Mingien a réussi à échapper à l'attaque de son adversaire. La lame de l'épée s'est arrêtée juste devant le cou du protagoniste. Le numéro 1 a noté que le gars avait eu beaucoup de chance,
mais a promis de transformer Jeanne Mingien en viande hachée au prochain tour. Le personnage principal voulait se débarrasser de ses déchets, mais il est désormais devenu son objectif principal. Il a néanmoins obtenu un certain succès et a reçu 16 points de statistiques pour avoir augmenté son niveau, mais il a compris que son adversaire était très agile et que notre héros n'avait aucune compétence de combat. Un camarade a recommandé à Jeanne Mingien d'abandonner, car être ciblé par un Rambe n'était pas amusant du tout. Le personnage principal l'a parfaitement compris, mais il avait des raisons de ne pas reculer. Le magicien a noté que le gars était très têtu et faible parmi tout le monde, mais qu'il avait un esprit flexible. Le mari croyait que ce même sort les avait réunis ici, alors il a décidé de donner à son ami une pierre de compétences, qui contenait les compétences initiales pour chacune des classes. Jeanne Mingien n'avait qu'à tenir le cristal dans ses mains et à le sentir avec son cœur pour acquérir la compétence adaptée à sa classe. Soudain, un message est venu du système, indiquant que notre héros avait reçu les 3 compétences pour 3 classes, mais l'homme a déclaré il y a seulement quelques secondes que c'était impossible. Il s'est avéré que le système du vide n'avait aucune restriction de classe, donc Jeanne Mingien pouvait apprendre n'importe quelle capacité. Le message disait que le gars avait réussi à apprendre la compétence Golden Body Defense, mais Exploding Ball et Absolute Précision étaient impossibles à apprendre en raison du manque d'intelligence et de points de dextérité. Il était content car il n'avait toujours pas distribué les points de statistiques gratuits et pouvait rapidement corriger la situation. En fin de compte, le système de redistribution des compétences était tel que Jeanne Mingien l'avait demandé, et le gars a finalement pu acquérir de nouvelles compétences, il était donc maintenant confiant qu'il vaincrait son ennemi. Pendant ce temps, Hailey a parlé des règles du deuxième tour, selon lesquelles les joueurs devaient s'éliminer les uns les autres et recevraient un point par participant pour cela. Le rang B exigeait 10 points, C 7, le rang D 3 et E 0, mais la principale exigence était que personne ne meure. Pendant ce temps, le numéro 1 n'arrive pas à s'entendre et fait appel au personnage principal. Il l'a appelé sur le champ de bataille pour que le gars puisse enfin accepter son sort. D'autres joueurs considéraient le numéro 1 comme un salopard maléfique qui s'était imposé aux dépens des joueurs faibles. Tout le monde autour de la fille qui a été sauvée par Jeanne Mingien pensait que le gars n'avait pas besoin de s'opposer au psychopathe et de se retirer de l'examen pour des raisons de sécurité. Notre héros a demandé sarcastiquement si quelqu'un avait mal fixé la chaîne que le chien a couru et cassé ici. Jeanne Mingien a traité son ennemi de chien de race pure, ce qui l'a mis très en colère. Les joueurs ont été surpris, car le gars n'avait pas peur et est quand même sorti pour combattre le combattant enragé de Rambe. Le personnage principal a demandé au numéro 1 d'être un bon chien, car il dérangeait les autres participants avec ses aboiements. Ses camarades pensaient qu'il cherchait la mort, car il continuait à provoquer et à épuiser le joueur déjà furieux. Le numéro 1 était heureux que Jeanne Mingien n'ait pas abandonné, car il devrait alors chercher le même faible pour la prochaine étape. Avant que ce salaud n'ait pu finir sa phrase, une boule magique brillante lui a volé au visage, venant, selon ses mots, d'un perdant complet. Le personnage principal était ravi d'une telle précision, mais l'effet Absolute Accuracy n'a malheureusement fonctionné qu'une seule fois. Ce geste inattendu a mis le numéro 1 incroyablement en colère. Il s'est précipité vers Jeanne Mingien pour finalement tuer le type trop courageux. Notre héros n'attendait que cela et a immédiatement utilisé le sort double balle explosive. Les missiles magiques volèrent instantanément vers le numéro 1. Le numéro 38 a noté que le gars lance des balles explosives comme une mitrailleuse, il a donc toutes les chances de gagner. Un camarade a déclaré qu'on ne pouvait pas planifier à l'avance, car la question est de savoir si les obus parviendront à suivre un ennemi physiquement préparé. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le numéro 1 a esquivé toutes les attaques sauf le premier tir surprise et continue de se rapprocher de Jeanne Mingien. Pendant ce temps, le combattant se sentait en confiance et considérait le gars comme un imbécile. Il était ennuyé que le personnage principal puisse s'opposer à lui en utilisant des astuces pathétiques. Jeanne Mingien a continuellement relâché des balles de sa main gauche pour arrêter la progression du numéro 1. De la main droite, les projectiles n'ont été lâchés qu'après un certain temps, mais visaient directement l'adversaire. Mais le numéro 1 considérait toujours Jeanne Mingien comme la personne la plus stupide qu'il ait jamais rencontrée, car le type bloquait son inspection en soulevant de la poussière avec ses tirs. Le numéro 1 pourrait facilement déterminer l'emplacement de notre héros grâce à la direction des balles. Le joueur s'était déjà suffisamment approché et s'était préparé à frapper Jeanne Mingien. Il balança son katana avec confiance, mais finit par frapper dans l'espace. Soudain, le personnage principal est apparu de l'autre côté et a demandé qui il voulait y abattre. Jeanne Mingien a noté qu'il n'était pas nécessaire de sous-estimer ses capacités et a tiré sur le numéro 1 directement au visage. C'était la deuxième fois que le gars portait un coup dévastateur à son ennemi. Suite au coup, le joueur s'est envolé tête baissée au-dessus de lui-même, mais s'est finalement regroupé et a pu se remettre sur pied. Le numéro 1 était en colère parce que le manque de pouvoir magique l'empêchait de suivre le personnage principal, et il réalisa que les tirs de Jeanne Mingien n'étaient qu'un leurre. Le joueur a considéré cette méchanceté, car maintenant, à cause de brûlures, son œil droit ne fonctionnait plus. Le personnage principal ne s'attendait pas à ce que l'utilisation de ses compétences soit aussi épuisante, mais tout s'est quand même déroulé comme prévu. Jeanne Mingien se préparait maintenant pour le coup final.
La sagesse qu'il a dite à son adversaire était que le meilleur chasseur est souvent sous la forme d'une proie. Le numéro 38 a vu la position de Jeanne Mingion et a soupçonné ce que le gars voulait faire. Le personnage principal a rassemblé le courage de s'engager dans un combat rapproché. Le numéro 1 a admis qu'il avait vraiment sous-estimé le gars, mais pensait qu'un simple magicien ne serait pas capable de l'engager dans un combat rapproché. Le joueur était prêt à couper Jeanne Mingion les yeux fermés. Sans dire un mot, notre héros n'a pas attendu et a chargé son adversaire en plein visage de toutes ses forces. Après tout, le gars utilisait Golden Body Defense et voulait terminer son attaque en utilisant Absolute Précision et Explosive Fist à pleine puissance. Avec ses dernières forces, Jeanne Mingion a franchi la dernière étape de son plan. Il se leva et attendit de voir les résultats de ses compétences et capacités. Au final, le numéro 1 était toujours conscient, il a donc pu s'éclaircir la gorge et tirer l'image en direction de notre héros. L'ami du gars a été choqué que son adversaire n'ait pas perdu connaissance après un coup aussi violent. La poubelle était mécontente parce que Jeanne Mingion n'arrêtait pas de flirter avec lui encore et encore. Il a crié avec colère au personnage principal de venir vers lui et lui a demandé sur quoi comptait le jeune homme avec un coup aussi faible. Pendant ce temps, l'assistant a annoncé que le joueur a été éliminé, le gagnant avait donc déjà été choisi. Il pensait que le gardien était devenu complètement aveugle, car il était toujours debout, donc la jeune fille n'avait pas le droit de déduire des points. Jeanne Mingion a noté avec un sourire aux lèvres que le seul à avoir des problèmes de vision est le numéro 1 lui-même. Le jeune homme a ajouté que son adversaire était toujours aussi stupide car il ne remarquait pas où se trouvait son pied. Puis le numéro 1 a finalement baissé les yeux et a vu ce qu'il y avait à l'extérieur de l'arène. L'ami du gars a également remarqué que le joueur avait traversé la frontière. Le numéro 48 fut surpris de comprendre comment Jeanne Mingion avait décidé de vaincre son adversaire. Le numéro 1 s'est alors rendu compte que son adversaire s'était blessé à l'œil droit uniquement pour perturber sa perception de son environnement et l'emmener le plus loin possible jusqu'au bord, puis le faire sortir de l'arène d'un seul coup. Jeanne Mingion a demandé si son adversaire comprenait maintenant la raison de sa défaite, à savoir que le gars l'avait rendu ému dès le début, afin qu'il puisse ensuite mettre fin au combat d'un seul coup. Il a dit au revoir à son adversaire, le qualifiant de tremplin vers l'avancement, et lui a conseillé de réfléchir avant d'agir la prochaine fois. 42 était incroyablement heureux de son jeune camarade et ne pouvait pas croire qu'il était encore capable de gagner. Tous les joueurs qui ont regardé ce combat ont admiré la victoire du protagoniste, même si ce n'était pas tout à fait juste. Dans le même temps, Mongron dans le public était également heureux que le numéro 1 ait perdu, car désormais le cristal spirituel lui appartenait. Il pensait que ce serait un peu présomptueux de sa part, mais An Miao a encore beaucoup d'argent, donc cela ne devrait pas lui poser de problème. Le major était très ennuyé, alors il a ordonné au gars de prendre sa récompense et de se cacher de ses yeux. Zhan Miao était en colère d'avoir lui-même recommandé Tokugawa à son chef, mais il était plus inquiet que le joueur numéro 50 lui semble très familier et a finalement réalisé qu'il avait vu ce type il y a quelques jours dans le donjon. Pendant ce temps, Jeanne Mingion a reçu un plaisir incroyable en recevant des dizaines de points de respect pour sa bataille réussie. Finalement, il a pu atteindre le niveau 10 du système Abyss et s'est rendu compte que ses efforts pour paraître sain devant la foule n'étaient pas vains. De plus, le gars a reçu un bonus de promotion et espérait que ce serait quelque chose de mieux que l'aura d'un faible. Les camarades ont vu Jeanne Mingion s'incliner devant le système pour qu'il ne l'intimide plus, et ont pensé que c'était une pose de victoire plutôt étrange. Après son petit rituel, le personnage principal a ordonné au système de recevoir la récompense. Il a finalement acquis la compétence choc spirituel, qui permettait aux joueurs de libérer une aura du vide une fois toutes les 24 heures et d'effrayer une cible, mais cela n'a duré que 2 secondes. Jeanne Mingion n'aimait pas du tout ça, mais c'était quand même mieux qu'une compétence passive, et il pensa à s'incliner plusieurs fois la prochaine fois pour que peut-être quelque chose d'autre arrive. Le numéro 1 était furieux que notre héros se comporte comme un vrai gagnant. Tokugawa, les mains tremblantes, remarqua que seules ses astuces bon marché aidaient le gars. Finalement, le fou n'a pas pu le supporter et s'est enfui pour attaquer son ennemi juré. L'examinateur a compris qu'une telle évolution des événements n'était pas du tout en sa faveur. Le camarade a tenté d'avertir Jeanne Mingion que son adversaire l'attaquait par derrière. Tokugawa voulait voir à quoi ressemblait réellement son adversaire. Jeanne Mingion a calmement noté qu'il était bien meilleur que cette poubelle malade. Il décida d'utiliser la compétence de choc spirituel qu'il avait acquise il y a quelques minutes. Le numéro 1 ne pouvait pas comprendre comment le perdant subissait la pression du rang S s'il n'avait aucune capacité magique. Le personnage principal a rappelé que Tokugawa avait simplement coupé les bras et les jambes des autres joueurs. Jeanne Mingion a pris la main de son adversaire pour lui faire ressentir la douleur endurée par ses victimes. Il attrapa fermement le poignet du combattant et utilisa le sort balle explosive. Tokugawa a crié frénétiquement, ressentant une douleur lancinante et a voulu tuer encore plus le personnage principal. Le type lui a ordonné de se taire et a accéléré pour lui donner un coup de pied. Suite à des passages à tabac aussi violents, le numéro 1 a commencé à saigner de la bouche. Finalement, Tokugawa s'envola à une vitesse incroyable, laissant tomber son arme. Jeanne Mingion a demandé sarcastiquement ce qui était arrivé à son adversaire alors qu'il ne pouvait même pas tenir une épée dans ses mains.
Il a sauté pour rattraper son adversaire car il n'allait pas mettre fin aux représailles contre lui. Le gars a demandé comment il ferait ce qu'il aimait sans épée, c'est-à-dire blesser des gens sans cause. Avec le deuxième coup de pied, Jan Minjion a cassé le bras de Tokugawa. Le personnage principal a calmement ordonné au salaud de s'agenouiller. Soudain, le cri perçant de Tokugawa retentit dans l'arène. Tous les camarades de Jan Minjion ont été choqués et effrayés par son acte cruel. Le gars s'est rendu compte que le tueur criait exactement de la même manière que ses victimes. Le personnage principal a remarqué qu'en poignardant dans le dos, Tokugawa espérait définitivement tuer, et pendant ce temps, le système donnait aux joueurs 100 points d'effroi. Jan Minjion a jeté un sort et a finalement décidé d'en finir avec les déchets malades. Il accélérait déjà pour porter le coup final, mais quelqu'un lui a demandé de s'arrêter. Laissez-lui arrêter sa main avec un fouet et noter que ce coup serait définitivement fatal à Tokugawa et qu'après cela, Jan Minjion pourrait avoir de sérieux problèmes. Le personnage principal a regardé la femme avec de la colère dans les yeux et lui a demandé si elle le menaçait vraiment. L'examinatrice a noté que cet endroit est sous sa juridiction, c'est donc elle qui fixe les règles ici. De plus, ce n'était pas Ili qui représentait la menace, mais la famille Tokugawa. La famille du salaud est un groupe familial puissant couvrant tous les cercles économiques et politiques du Japon, ils vont donc certainement se venger de la mort de ce type. Jan Minjion a remercié la femme pour son inquiétude, mais a pensé qu'en laissant partir Tokugawa, ses problèmes ne feraient qu'augmenter. L'examinateur a noté que dans ce cas, au moins toute la famille serait à la recherche du gars. Les camarades étaient mécontents et pensaient que c'était une moquerie de Jan Minjion. D'autres joueurs se sont alors rendus compte que cette racaille n'était que si impudente en raison de son origine, car maintenant même il le défend. Jan Minjion a compris que le choc spirituel était maintenant en temps de recharge, il ne pourrait donc pas tuer Tokugawa devant l'examinateur. En fin de compte, le gars a admis que la femme avait raison et que ses émotions ont pris le dessus sur son esprit, alors il a dit à Ili qu'il n'allait pas la combattre. Ensuite, l'examinateur a demandé à l'équipe de saisir un chiffre et a suggéré de poursuivre l'évaluation. Jan Minjion était reconnaissant envers Ili de l'avoir aidé à éviter des problèmes assez graves et a admis qu'il était encore assez faible pour ce monde. Si le gars devient plus fort, même les chiens Tokugawa ne pourront plus le déranger. Le deuxième tour s'est finalement terminé et les joueurs ont été invités à quitter l'arène et à se rendre au bureau pour recevoir une licence de joueur. Jan Minjion était content de sa première licence, même si elle était de rang E, car elle permet toujours de rejoindre une guilde et de commencer à gagner beaucoup d'argent. En 2 tours, il a reçu beaucoup de points d'admiration, notamment de la part de Tokugawa, qui a récolté plus de 200 points à la fois. Le niveau du personnage principal était passé à 12 et il lui restait encore 12 points de statistiques non alloués, mais il a décidé de les conserver pour elle au cas où. Jan Minjion a admis que ses compétences de combat étaient au niveau de Ramsay et qu'il n'avait pu vaincre Tokugawa que parce qu'il avait eu de la chance et que son adversaire avait sous-estimé sa véritable force. Il a compris que de tels salauds n'abandonnent pas ceux qui croisent leur chemin, mais notre héros a déjà révélé tous ses atouts, donc lors de la prochaine réunion Tokugawa pourra planifier le meurtre de son ennemi. De plus, Jan Minjion ne doit pas oublier qu'il est puni s'il ne reçoit pas de points de respect. Le gars pensait que le recrutement de la guilde commencerait la semaine prochaine, alors il ne comprit pas où il pourrait obtenir les points d'admiration, quand quelqu'un posa la main sur l'épaule du jeune homme et lui demanda pourquoi il s'ennuyait. Il s'agissait du numéro 42 nommé Qianshan, ce qui montre qu'il n'avait également qu'un rang D. Un autre camarade a également souligné qu'ils avaient tous reçu des licences, il fallait donc s'en réjouir. Jan Minjion a immédiatement averti qu'il ne pouvait pas se permettre des divertissements coûtant plus de 5 yuan, mais ses amis ont dit qu'il pouvait même gagner de l'argent. Pendant ce temps, Tokugawa avait déjà repris ses esprits dans son lit. Son serviteur a demandé si le propriétaire devait être informé de ce qui s'était passé dans l'arène. Le gars a jeté avec irritation son subordonné avec un oreiller et l'a traité d'imbécile. Il était évident que personne n'avait besoin de savoir que Tokugawa avait souillé l'honneur de la famille et perdu face au joueur le plus faible. Il s'est un peu calmé et a demandé à son assistant combien de temps il lui faudrait pour restaurer son corps. Le subordonné a déclaré que le délai du guérisseur est d'1 semaine si le traitement est effectué quotidiennement. Tokugawa voulait mobiliser des ninjas à rang, alors il ordonna à un assistant d'en trouver un d'ici 1 semaine. Il voulait savoir d'où venait Jan Minjion et tous les tenants et aboutissants en général. Pendant ce temps, le personnage principal voulait demander quelque chose à ses nouveaux amis. Il ne comprenait pas comment ils allaient célébrer dans le désert. Le camarade a noté qu'il n'y avait aucun mal à rêver et a demandé si Jan Minjion pensait vraiment qu'il était appelé pour quelque chose comme ça. Qianshan a demandé si notre héros savait quelque chose sur les donjons sauvages. Le jeune homme n'avait en réalité aucune idée de ce dont il parlait. En fait, certains donjons de Baran n'étaient pas sous le contrôle des autorités en raison de la faible teneur en cristaux spirituels, et donc tous les joueurs pouvaient former des équipes y entrer. Le prix total des cristaux spirituels dans ces donjons variait de 20 000 à 50 000 yuan, alors Qianshan a appelé un jour l'un de ses amis pour devenir le chef de l'équipe, et ils sont allés dans de telles grottes tous les 2 jours pendant 1 semaine. Le camarade a demandé si Jan Minjion voulait gagner de l'argent avant le début du recrutement de la guilde. Le personnage principal réfléchissait simplement à l'endroit où il pourrait gagner des points de respect,
et ici, il pourrait gagner de l'argent. Une ombre derrière un arbre remarqua qu'il était temps de gagner de l'argent. Une fille inconnue est sortie de là et a remarqué qu'elle attendait depuis longtemps une équipe de camarades. Elle a attribué au gars aux cheveux blancs un bon rendez, mais elle n'a pas ressenti d'aura magique de la part du personnage principal. L'étranger a prévenu que dans leur équipe, il est impossible de déconner, car après le raid, toutes les ressources sont distribuées en fonction de la contribution, donc si le gars déconne, il ne recevra rien. Ensuite, Jeanne Mingion, confiant, a demandé s'il obtiendrait plus d'argent s'il contribuait davantage. Ensuite, les événements sont transférés au Players Center du siège social. Laissons-l'y entrer et demander pourquoi le conseil de la guilde a décidé de tenir une réunion urgente dans la matinée. L'enseignante a immédiatement constaté qu'elle avait fait du bon travail lors de l'évaluation. Son nom était Suiginant et l'homme a expliqué que des organisations sectaires ont récemment pillé, qu'il y a eu plusieurs attaques contre des joueurs à travers le pays, un contrôle à grande échelle est donc nécessaire, et en plus, la semaine dernière, il y a eu un effondrement de la guilde Changin, Donjon, et l'enquête à ce sujet est toujours en cours, elle n'a pas encore commencé. Laissez-l'y écouter son patron et invitez-le d'abord à consulter le profil de Jeanne Mingion. Suiginant a vu qu'il n'était qu'un joueur de rang et a pensé qu'il avait déjà rencontré quelques problèmes en raison de la rigueur de la femme envers les nouveaux arrivants. Au lieu de cela, l'examinateur a demandé à l'homme de revoir le combat par vidéo, qu'elle a envoyé dans sa boîte de réception email. Le chef a apprécié le combat, mais il a ensuite vu quelque chose qui l'a surpris. Tout d'abord dans la vidéo, Jeanne Mingion a utilisé des balles explosives, caractéristiques des magiciens. Ensuite, le gars a utilisé Golden Body Defense, qui appartenait à une classe complètement différente. Pour Suiginant, c'était un spectacle assez intéressant, voire, pour ainsi dire, une tricherie dans le monde des joueurs. Leslie a également remarqué cette anomalie dans l'évaluation, ce qui l'a dérouté, alors elle a demandé si cette anomalie devait être signalée au sommet. Le manager a demandé d'attendre, car le gars n'avait toujours aucune force et les tricheurs d'autres pays commenceraient immédiatement à le chasser après avoir appris de telles fonctionnalités. La femme a noté que l'identité de Jeanne Mingion serait toujours révélée immédiatement après avoir rejoint la guilde. Suiginant connaissait un bon endroit pour un joueur spécial, alors il a demandé à un subordonné d'envoyer quelqu'un de la vidéo et de la pierre de compétence à la guilde Mad Tiger. Pendant ce temps, l'équipe de Jeanne Mingien et la fille aux cheveux noirs ont continué à régler les problèmes du joueur faible. En fin de compte, elle s'est présentée comme Shu Yuting, une guerrière de rang B, et a expliqué qu'il s'agissait d'un donjon de rang D, ce serait donc elle qui dirigerait l'équipe. La jeune fille a demandé à collecter les informations personnelles des participants pour élaborer une stratégie de combat et a commencé avec Jeanne Mingien. Elle a noté qu'il n'y avait aucune surveillance gouvernementale sur le donjon, donc quelqu'un pourrait vouloir gagner de l'argent en suivant l'équipe. L'enregistrement des informations étant terminé, l'équipe se dirigea vers le donjon. Ensuite, le personnage principal s'est rendu compte que dans cette grotte se trouvait le repère d'un monstre. Dès l'entrée, nos héros ont été accueillis par une société armée de gobelins de rang D. Shu Yuting a dit à l'équipe qu'il y avait environ 30 gobelins ici et a donné l'ordre de se préparer au combat. Quelqu'un s'est soudainement précipité en avant, alors le commandant a demandé à quoi pensait cette personne. C'est Jeanne Mingion, qui a assuré que les monstres ne pourraient pas déranger le capitaine. La fille était en colère parce que le nouveau gars venait d'entrer dans le donjon et ne l'écoutait plus. Les camarades se regardèrent et comprirent qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont également décidé d'aller au combat, car Jeanne Mingion aurait tué tous les monstres tout seul. Qianshan regrettait déjà d'avoir amené ce gars ici, car il était très intelligent. Le commandant était contrarié par le fait que l'équipe agissait comme si elle n'avait jamais vu d'argent auparavant. Elle ne pouvait pas le supporter et a demandé qu'il lui en reste au moins un peu. Il s'est avéré qu'il s'agissait du repère de monstres du niveau le plus bas. Shu Yuting n'a tué que 3 gobelins, car il ne lui restait plus rien d'autre. Elle a donné une raclée au gars sans instruction et indiscipliné, en particulier au personnage principal, mais il n'a rien regretté, car il a tué le plus grand nombre de gobelins, à savoir 15. Jeanne Mingion a compris que les cristaux spirituels dans de tels endroits étaient de faible qualité, mais en traversant ces endroits plusieurs fois, on pouvait en rassembler beaucoup. Le système proposait aux joueurs d'améliorer ses compétences contre 40 kg de cristaux spirituels. Il a compris qu'après avoir amélioré 2 compétences, l'équipe remarquerait certainement un manque de cristaux, il a donc décidé d'améliorer uniquement l'aura du perdant. Shu Yuting a ordonné à notre héros d'arrêter de rire avec des pierres dans les mains, car il devait passer à la bûche suivante. La route est devenue plus large et il y avait plus de cristaux spirituels, cela signifiait donc qu'il devait y avoir un autre repère de monstres quelque part à proximité. Le blond avait les larmes aux yeux à cause du nombre de pierres autour de lui. Les gars étaient heureux, car maintenant ils deviendraient définitivement riches. Le commandant leur a demandé de ne pas courir loin et de se méfier des pièges. Qianshan pensait qu'il ne pouvait y avoir de monstres ici, car, selon les informations, ce n'était qu'une mine de pierres spirituelles, il a donc suggéré qu'ils détruisent rapidement le patron et partagent l'argent. Jeanne Mingion savait que ce n'était pas vrai du tout, car il extrayait du minerai toute l'année et savait qu'un tel nombre de cristaux ne correspondait pas à un donjon de rang D. Soudain, le personnage principal entendit du bruit non loin de l'équipe.
Une foule de monstres en forme d'araignée s'approchait des joueurs. Jeanne Mingion a informé son équipe et leur a demandé de se retirer alors qu'un grand nombre de monstres approchaient d'ici. Il s'est avéré qu'ils sont tombés accidentellement dans un nid d'araignées des cavernes. Qianshan a noté que même si les ennemis n'étaient que de randées, ils étaient présents en grand nombre. Il a donc demandé au commandant comment elle prévoyait de se battre. Il n'y eut pas de réponse, alors l'homme revint rendre visite au capitaine. Des monstres terrifiants se rapprochaient de plus en plus de l'équipe. Toute l'équipe appelait déjà Shu Yuting, mais elle n'a pas répondu à l'appel. La jeune fille se leva et émit des sons plutôt étranges. Les gars pensaient qu'elle leur faisait une blague et ont remarqué que le commandant avait choisi le mauvais moment pour cela. Soudain, Jeanne Mingion a arrêté son camarade et lui a demandé de ne pas s'approcher de Shu Yuting. Le personnage principal ne pouvait pas l'expliquer, mais il sentait que quelque chose n'allait pas avec le capitaine. Soudain, elle se mit dans une pose de combat et attrapa son arme. L'apparence de la jeune fille a beaucoup changé, ses blancs sont devenus noirs, ses pupilles sont devenues rouges et elle-même avait une expression hostile sur son visage. Les camarades ne comprenaient pas ce qui se passait et avaient donc très peur. Jeanne Mingion a deviné qu'il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas dans ce donjon et a prédit que les choses ne feraient qu'empirer. À ce moment, Shu Yuting sortit finalement ses lames et se précipita vers ses alliés. Le personnage principal a crié à ses camarades de reculer. Le gars a à peine eu le temps de s'éloigner de la puissante attaque du commandant. Elle ne s'est pas arrêtée et a continué à frapper rapidement Jeanne Mingion, et il a essayé de lui parler. Ensuite, la jeune fille a lancé un coup de pied qui a finalement atteint sa cible, mais le gars a réussi à le bloquer. Jeanne Mingion s'est envolée et a noté que c'était très douloureux. Shu Yuting a balancé sa main pour porter le coup final. Notre héros n'a donc eu d'autre choix que d'utiliser la balle explosive. Il a porté un coup vers le commandant et lui a ordonné de reprendre enfin ses esprits. La jeune fille a facilement bloqué le coup et seules quelques petites égratignures sont restées sur sa main. Jeanne Mingion a presque mal terminé ce combat et a remarqué que son adversaire se battait trop étrangement et avait une toile derrière elle. Le gars blond pensait que Shu Yuting voulait les tuer pour obtenir tout l'argent. Qianshan a nié de telles suppositions, parce que le commandant le savait bien, il pensait donc qu'elle était tombée sous l'influence d'une illusion ou quelque chose de similaire. Ensuite, le personnage principal s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le style de combat du capitaine, car elle utilisait des attaques brutes, même les guerriers novices n'oublient pas d'utiliser leurs compétences en arts martiaux. Jeanne Mingion a comparé tous les facteurs et a compris ce qui arrivait à Shu Yuting. Les camarades ne savaient pas comment enlever les illusions, alors ils voulaient le faire physiquement. Le personnage principal a réfuté leur supposition, car elle était contrôlée d'une manière différente. Il devina que le commandant contrôlait l'une des araignées. Le gars a expliqué cela en disant que, premièrement, elle avait commis des erreurs si évidentes que même les débutants ne les commettent pas, et qu'elle a simplement attaqué des points vitaux, et deuxièmement, il y avait une toile d'araignée derrière la fille. Ensuite, le camarade a deviné qu'il avait juste besoin de couper la connexion avec l'araignée, mais Jeanne Mingion a remarqué que cela ne serait probablement pas facile, car dans leur combat, la toile ne bougeait même pas. Quoi qu'il en soit, il fallait trouver une solution, car il y avait de plus en plus d'araignées. Le personnage principal a remarqué que les monstres avaient peur du feu, alors il a demandé à Qianshan de les garder à distance en utilisant la magie, et celui aux cheveux blancs a dû s'occuper des araignées des cavernes. Jeanne Mingion lui-même était sur le point de ramener le capitaine à la normale, alors il s'est précipité vers elle et a utilisé à nouveau des balles explosives. Le gars a habilement tiré avec précision plusieurs projectiles vers Shu Yuting contrôlé. La jeune fille a tenté de bloquer les nombreuses attaques de feu de Jeanne Mingion. En fin de compte, le personnage principal a saisi l'instant et a utilisé absolue précision. Shu Yuting avait le dos tourné, elle n'a donc pas eu le temps de réagir aux projectiles magiques. En conséquence, il y a eu une forte explosion et une épaisse poussière s'est formée autour du commandant. Qianshan a demandé si le gars avait déjà résolu le problème avec le chef d'équipe. Les camarades ne pouvaient plus tenir la défense, car il y avait trop d'araignées, et ils n'ont pas fini. Jeanne Mingion pensait qu'il avait réussi parce qu'il lui avait tiré directement dans le dos. Finalement, la poussière et la fumée se sont dissipées et on a pu voir que Shu Yuting n'avait pas repris conscience. Le gars avait un peu honte, car il a arraché par inadvertance l'armure de la fille, ce qui a permis de voir son corps fragile, mais il n'a pas eu le temps de l'admirer. Jeanne Mingion s'est rendu compte que les attaques à longue portée ne fonctionnaient pas, il a donc décidé de passer au combat rapproché. Il a attaqué le commandant en préparation de l'attaque et s'est excusé par avance pour les dégâts causés. Notre héros s'est emparé de la toile et a utilisé la magie pour finalement rompre la connexion avec l'araignée. La toile brûlait lentement et le gars croyait que tout était enfin fini et regrettait que la grotte soit trop sombre et qu'il ne puisse pas voir quelle araignée avait fait cela. Jeanne Mingion voulait s'occuper de ce monstre, car il représentait un grand danger simplement en contrôlant les gens. Pendant ce temps, le commandant s'est réveillé et n'a pas compris ce que le personnage principal voulait lui faire dans une position aussi étrange. Le gars lui a expliqué qu'il voulait seulement la sauver, mais Shu Yuting était tendue parce que ses vêtements étaient déchirés au niveau de la poitrine. De plus, elle avait mal au dos, comme après une bagarre, alors elle a exigé que le gars lui explique tout. Jeanne Mingion a menti avec enthousiasme en disant que les araignées l'avaient fait,
prenant le contrôle d'elle, et que d'autres monstres ont commencé à attaquer la fille, mais Shu Yuting ne croyait toujours pas ses paroles. Le personnage principal ne jurait que par frère Qian, car il essayait vraiment de sauver le capitaine de l'équipe. Le camarade n'était pas content que son nom soit utilisé dans un tel contexte et a demandé si Shu Yuting avait repris ses esprits. Il a demandé à la jeune fille de venir les aider à combattre l'invasion des araignées, car il ne pourrait pas tenir longtemps. Aux cheveux blancs était déjà entouré de monstres de tous côtés, et il demanda à son allié un appui-feu. Il était contrarié parce que Qian Shan s'était mis directement dans ses cheveux, dont il avait pris soin pendant si longtemps et avec soin. Le commandant comprit que la situation était désastreuse, alors elle décida de boire la potion. Elle était mécontente qu'ils aient failli perdre face à plusieurs araignées de Randé. Jeanne Mingion a suggéré à la jeune fille de se reposer, car son soutien aurait dû être suffisant. Shu Yuting ne voulait pas rester les bras croisés avec une blessure aussi mineure et avait déjà ramassé la lame. Elle était confiante et voulait montrer sa vraie force en tant que guerrière de Rambé. Après une attaque du capitaine, une douzaine d'araignées furent instantanément coupées en morceaux. Qian Shan a noté que si le personnage principal avait admis que c'était lui qui avait déchiré les vêtements de la jeune fille, il aurait alors subi le même sort. Le gars a demandé à son ami de parler plus doucement, car il n'avait pas l'intention de devenir la cible d'un joueur de Rambé pour la deuxième fois dans la journée. Pendant ce temps, Shu Yuting a utilisé la compétence de combat provoqué. Elle se tenait entourée, mais rayonnait d'une force et d'un courage incroyable alors qu'elle combattait les monstres. Le commandant a ensuite utilisé Earth Split et a frappé le sol de toutes ses forces. L'homme aux cheveux blancs admirait la force de Shu Yuting et nota que désormais le nombre d'araignées n'avait plus d'importance, car elles ne représentaient aucun danger. Le capitaine a ordonné au gars d'arrêter de regarder de côté, de rejoindre le combat pour achever les petits monstres et de se préparer à la bataille avec le boss. Les camarades ont immédiatement commencé à exécuter l'ordre du commandant. Shu Yuting pensait que le personnage principal lui avait menti après tout, car les araignées des cavernes ne pouvaient que gratter et mordre et n'utilisaient pas du tout de toile. Ces petites araignées ne pouvaient vraiment pas avoir des compétences d'un tel niveau, ce qui signifie que ce n'était pas elle qui guidait le capitaine. Jeanne Mingion s'est alors rendu compte que la toile s'étendait également depuis le sommet de la grotte. Le gars a décidé de pointer sa paume vers le plafond et d'utiliser une boule explosive pour éclairer tout autour de lui. Ce qu'il a vu au plafond a choqué notre héros. D'en haut, tout était entrelacé de toiles d'araignées, parmi lesquelles on pouvait voir des cocons et du mucus. Jeanne Mingion a immédiatement averti son équipe que le monstre qui contrôlait le capitaine devait se trouver au plafond de la grotte. Le commandant a demandé d'éclairer à nouveau le sommet afin qu'elle puisse voir ce monstre. Le personnage principal a accédé à la demande et a lancé le projectile dans l'atmosphère. Qian Shan ne pouvait pas du tout voir l'araignée principale en raison de la grande quantité de toiles. Jeanne Mingion ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'y avait rien d'en haut, car, selon ses suppositions, l'ennemi devrait être là. Il pensa à la façon dont le capitaine avait pris le contrôle immédiatement lorsqu'ils entraient dans le donjon. La poussière est soudainement tombée du plafond et à ce moment-là, le gars s'est rendu compte que pendant tout ce temps, l'ennemi les surveillait par derrière. Une araignée incroyablement grosse s'est glissée dans notre équipe. Jeanne Mingion a crié à Qian et l'a averti que l'ennemi était juste derrière lui. Après avoir entendu l'avertissement du gars, le camarade est revenu et a été choqué par ce qu'il a vu. L'araignée n'a pas attendu et a transpercé le pauvre Qian Shan avec sa patte, ne lui laissant même pas la chance de s'échapper. L'homme a crié furieusement à cause d'une grave blessure à l'épaule. Une énorme araignée émergeait d'un nuage de poussière et ressemblait au pire cauchemar avec une énorme bouche aux dents effrayantes. Le monstre poussa un cri incroyablement terrifiant et tenait toujours sa première victime sur sa patte. L'homme aux cheveux blancs était incroyablement effrayé, car ce n'était certainement pas un patron de Randé. À ce moment, l'araignée a finalement retiré sa patte pointue du corps de Qian Shan. Le blessé est tombé au sol d'une hauteur assez élevée. L'homme aux cheveux blancs a regardé cela, alors il a commencé à trembler de peur et a laissé tomber son arme de ses mains. Le camarade effrayé pensait que c'était la fin pour eux, car le mana du monstre avait déjà atteint le Rambé et il ne pourrait certainement pas le vaincre. Jeanne Mingion était en colère contre lui-même car après avoir vu tant de pierres spirituelles, il n'a pas immédiatement réalisé que ce donjon n'était définitivement pas de Randé. Pendant ce temps, le système Abyss a confié à notre héros une tâche consistant dans le fait que le gars devait tuer un monstre possédant des araignées de Rambé et recevoir une grosse récompense pour l'avoir accompli. Une telle mission apparemment impossible a choqué le personnage principal, qui n'était que de rang E. Pendant ce temps, Shu Yuting a ordonné à ses alliés de prendre Qian Shan et de s'enfuir d'ici. Elle leur a demandé de se diriger vers le Player Center et d'inviter leur aide dans ce donjon. Jeanne Mingion a demandé avec crainte ce que le commandant ferait à ce moment-là. La jeune fille a noté qu'elle était une guerrière de Rambé et la plus forte de l'équipe. Elle pensait que c'était le capitaine de ce raid qui aurait dû tuer le boss monstre de cette grotte. Shu Yuting n'a pas attendu et, avec une arme à la main, s'est courageusement précipité dans la bataille avec l'araignée géante. Le personnage principal a tenté de faire prendre conscience à son camarade aux cheveux blancs afin de se retirer et de sauver Qian Shan. Il continuait toujours à être sous le choc et à dire que le capitaine ne serait pas capable de vaincre ce monstre puissant. Jeanne Mingion n'a pas compris ce que voulait dire le camarade, car le commandant était également de Rambé.
Aux cheveux blancs a noté qu'il s'agit d'une question complètement différente, car pour tuer un tel monstre, vous avez besoin de 2 joueurs de rang V ou d'une équipe avec un équipement professionnel. Et pendant ce temps, l'araignée a libéré un puissant jet de poison de sa bouche. Shu Yuting a magistralement évité les attaques venimeuses de son ennemi. Peu à peu, elle réduisit la distance pour finalement attaquer le monstre. La jeune fille ne savait pas que cette créature attaquait avec du poison et de l'acide, qui corrode même les pierres. L'araignée a remarqué que Shu Yuting se rapprochait trop près, alors il a essayé de l'attaquer avec ses jambes. Pour le commandant, c'était un moment très propice pour la première attaque. La jeune fille n'a pas attendu et a décidé de couper rapidement une des jambes du monstre. Elle accéléra pour frapper avec son poignard, mais celui-ci ne pénétra même pas d'1 centimètre dans le corps de l'araignée. Sa carapace était trop dure, c'est pourquoi l'arme n'a laissé qu'une petite égratignure. L'araignée a de nouveau attaqué Shu Yuting, mais elle a réussi à réagir instantanément et à s'éloigner de sa patte. Jan Mingjian a averti le commandant de la menace qui l'éloignait. L'autre patte de l'araignée se dirigeait déjà vers la jeune fille pour une nouvelle attaque. Elle a finalement retrouvé sa force et a frappé Shu Yuting directement à la tête. À la suite d'une telle force, la jeune fille, n'ayant pas eu le temps de se préparer à une attaque inattendue, s'est envolée vers l'autre bout de la grotte. Le capitaine frappa le mur du donjon avec une grande force. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa que les défenses et les pouvoirs du monstre dépassaient de loin les siens. Quelques secondes plus tard, Shu Yuting a vu que l'araignée s'approchait déjà d'elle. Le patron avait déjà accéléré de la patte pour porter le coup final à son rival, et la jeune fille ne pouvait plus rien y faire. Soudain, l'araignée a été attaquée par de nombreuses boules de feu, l'empêchant de terminer son attaque. Jan Mingjian a hardiment fait remarquer qu'il sauvait le capitaine pour la 2e fois ce jour-là. Shu Yuting a instantanément quitté son emplacement précédent. Soudain, elle a traité notre héros d'imbécile, car il n'est pas parti avec ses camarades, mais a décidé de se battre contre le patron de rang B. Le gars avec un sourire aux lèvres a expliqué qu'il n'était devenu joueur que pour beaucoup d'argent, et qu'un tel monstre coûtait très cher, donc Jan Mingjian ne pouvait pas permettre au commandant de prendre la totalité de la récompense pour lui-même. Il a demandé à Shu Yuting combien d'argent il pourrait obtenir d'un patron de rang B. Le capitaine a expliqué qu'un tel monstre pourrait être utilisé pour fabriquer des armures et des armes de rang B et également en obtenir environ 1 million. Après avoir entendu une somme aussi importante, le personnage principal imaginait déjà combien d'argent il pourrait gagner, et Shu Yuting était ennuyé que le gars ne pense qu'au profit et non à sa sécurité. Le commandant a expliqué que ce boss avait non seulement un niveau de défense élevé, mais aussi des attaques assez rapides. Elle ne comprenait pas ce qu'un mage de rang E pouvait faire à un monstre aussi puissant. Shu Yuting ne comprenait pas pourquoi notre héros lui avait pris la main et pensait qu'il lui manquait le fait qu'il avait récemment grimpé sur elle. En fait, Jan Mingjian voulait juste lui emprunter une lame pour qu'il puisse au moins essayer d'éviter sa propre mort, plutôt que de simplement s'asseoir et l'attendre. Le personnage principal a ordonné au système de distribuer tous les points restants en agilité. Le commandant considérait ce type comme un imbécile enragé, car les magiciens doivent soutenir les attaques par l'arrière. Elle pensait que Jan Mingjian était même prêt à affronter une mort certaine pour l'argent. Le gars a eu beaucoup de chance, car l'araignée l'a presque touché, même si son niveau d'agilité était gonflé, mais notre héros était exactement ce qu'il attendait d'un boss qui coûte 1 million. De ce fait, le monstre était toujours capable de toucher le jeune homme et de lui laisser une petite égratignure sur la joue. Le personnage principal a compris que, quelle que soit la qualité de la défense, le patron a toujours un point faible quelque part. Shu Yuting a vu avec quelle habileté le gars avait esquivé les attaques et ne pouvait pas croire qu'il n'était qu'un magicien de rang E. Jan Mingjian pensait que les yeux étaient toujours un point faible, alors il a décidé de lancer une boule magique directement sur le visage du monstre. Une explosion puissante et lumineuse est apparue juste devant les yeux de l'araignée. Alors que l'adversaire était désorienté, le protagoniste bondit pour frapper avec la lame. Shu Yuting a regardé de côté et a averti le gars de faire attention. Puis Jan Mingjian a regardé sur le côté et a réalisé ce que le commandant avait vu. La patte de l'araignée a presque atteint le gars et lui a porté un coup fatal. Le personnage principal était sur qui il attaquait les yeux du monstre, il n'aurait donc pas dû le voir. Shu Yuting l'a encore traité de stupide, parce que les araignées avaient des organes sensoriels autres que leurs yeux. Elle a noté que le monstre avait également jusqu'à 8 pattes. À ce moment, le personnage principal remarqua qu'un liquide bleu coulait du ventre de l'araignée. Jan Mingjian pensait que c'était du sang et que le monstre avait été blessé alors qu'il sauvait le capitaine. Le gars s'est souvenu qu'il avait amélioré la compétence aura pour les perdants et qu'il avait maintenant la possibilité de cacher sa présence pendant 3 secondes. Finalement, il a demandé au commandant de faire un travail acharné. La fille a demandé si Jan Mingjian avait un plan, et il a expliqué que Shu Yuting était censé provoquer l'araignée et la distraire, et que le gars lui porterait un coup fatal à ce moment-là. Le commandant a été surpris par un plan aussi fou, car elle ne pouvait retenir le patron qu'une seconde, alors elle pensait que cela ne servait à rien. Le personnage principal a assuré que ce temps lui suffirait et a demandé à Shu Yuting de lui faire confiance. Elle serra le poignard dans sa main et accepta de le croire, car le gars lui avait déjà sauvé la vie dans cette grotte. Le commandant a lancé son attaque et a demandé à Jan Mingjian d'utiliser cette opportunité à bon escient.
Le personnage principal à cette époque a ordonné au système de cacher sa présence. Shu Yuting s'est arrêtée devant le monstre pour utiliser ses arts martiaux. Elle a utilisé la compétence de provocation pour désorienter l'araignée. Le capitaine annonça que c'était le moment de lancer son attaque finale. Le personnage principal s'est précipité pour frapper et espérait que son plan fonctionnerait finalement. Il s'est fait attraper et a fini par déchirer le ventre d'une araignée géante à l'aide d'une lame empruntée. En conséquence, Jan Mingien a reçu 200 points de crainte et 2 points de statistiques, ainsi que l'anneau du vide. Il est apparu entre les mains du gars et il s'est avéré que la fonction principale de la décoration était Investigation Vision. Pendant ce temps, Shu Yuting a rapporté que selon la contribution de chaque participant, Jan Mingien a reçu 60%, le commandant elle-même en méritait 20%, et celle aux cheveux blancs et Qian Shan méritait respectivement 10%. Les gars ont accepté de telles conditions, car sans le personnage principal, le magicien senior ne serait plus en vie. Le commandant a précisé que le coût total du donjon devrait atteindre 1 million et a suggéré que l'équipe sorte enfin d'ici. Jan Mingien est sorti du portail et a marché sur un terrain normal au milieu de la forêt, pas au milieu de cette foutue grotte. Il était heureux de sentir l'air frais et a demandé au capitaine de l'appeler au prochain donjon. Les événements se déplacent maintenant vers la maison du personnage principal, où Taozi parlait avec sa mère. La jeune fille a dit que Jan Mingien avait participé à l'évaluation des joueurs aujourd'hui. La femme le savait très bien, mais étant donné le caractère du gars, elle comprenait qu'il ne pouvait pas être convaincu, et en plus, il faisait tout cela pour le bien de sa famille. Pendant qu'il parlait, quelqu'un frappa à la porte d'entrée de la maison. Quelqu'un a continué à frapper activement et la tante a pensé que c'était son neveu qui avait encore perdu ses clés. Elle ouvrit la porte et vit un parfait inconnu devant elle. Devant elle se tenait un homme trapu aux cheveux roux qui était intéressé par la présence de Jan Mingien à la maison. Pendant ce temps, le personnage principal est rentré chez lui avec joie car il a pu acheter des cadeaux pour sa tante et Taozi avec l'argent qu'il a gagné. Le gars pensait que sa tante allait empirer et qu'elle cesserait enfin de se disputer à cause de son désir de devenir joueur. En approchant de sa maison, il remarqua qu'il se passait quelque chose d'assez étrange. La maison était entourée de gens qui ressemblaient beaucoup à des bandits et la porte était grande ouverte. Le type au cache-œil se réjouissait de l'arrivée tant attendue de sa cible. Jan Mingien, avec une expression sérieuse sur le visage, a demandé aux étrangers qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus chez lui. Un bandit aux yeux étranges et un masque sur le visage a ordonné à notre héros de partir rapidement, car leur patron en avait déjà assez d'attendre. Le gars remarqua seulement maintenant la porte grande ouverte et comprit. Le personnage principal était inquiet car ses proches pourraient être en danger. Puis il s'enfuit et courut instantanément dans la maison. La mère et la fille étaient effrayées par le chef roux de ce gang. Tout le visage de la tante était couvert de coups et elle a supplié le gars de s'enfuir d'ici. En voyant cette photo, Jan Mingien n'a pas pu profiter des cadeaux qu'il avait apportés à sa famille. Jan Mingien est devenu incroyablement en colère et a demandé comment ces salauds avaient osé faire ça à sa famille. Le chef du gang, tenant un verre d'eau à la main, a déclaré que de tels troubles n'étaient pas nécessaires. L'étranger a expliqué que le jeune maître l'avait spécialement appelé, donc le bandit pensait qu'il y aurait une cible spéciale ici, mais il n'a vu qu'un perdant devant lui. Puis Jan Mingien s'est rendu compte que c'était Tokugawa qui avait envoyé ces gens ici. Le personnage principal a noté que s'il y avait des plaintes contre lui personnellement, il n'était pas nécessaire de toucher sa famille. Le bandit ne répondit rien et regarda le type avec un regard perçant. À la fin, il a giflé sans ménagement le visage de Jan Mingien. Le gars avec le cache-œil a remarqué que notre héros n'était pas dans la bonne position pour fixer ses propres conditions. Tous les bandits ont commencé à battre à tour de rôle le personnage principal. Il a reçu de violents coups de pied au ventre, lui faisant saigner par la bouche. Les hooligans ne se sont pas arrêtés et ont battu le pauvre Jan Mingien partout où ils pouvaient. La tante ne supportait pas d'assister à ces abus, alors elle a crié et supplié les étrangers d'arrêter de battre son neveu. Le chef frappa de nouveau la femme au visage et dit à la vieille sorcière de ne pas interférer avec lui. Malgré ses propres blessures, Jan Mingien a ordonné à cette ordure de laisser sa famille tranquille. Soudain, le patron a pris Taozi en larmes par l'épaule et a dit qu'il pouvait répondre à la demande du gars à une condition. Il a accepté de quitter la famille si la sœur du protagoniste le servait bien. Jan Mingien s'étouffait déjà avec son propre sang, mais il ne pouvait que penser au genre de déchet malade que ce type aux cheveux roux était. À ce moment, le jeune homme entra dans un état de rage incontrôlable. Notre héros s'est rendu compte que dès le début, il essayait de trouver un équilibre entre la vie et la mort uniquement pour que sa famille puisse vivre une vie meilleure. Il se souvenait de tous ses combats désespérés contre des ennemis qui semblaient impossibles à vaincre. Jan Mingien se souvenait qu'il avait même survécu à l'effondrement de la mine, mais maintenant il y avait du désespoir dans son âme, alors il pensait qu'il ne pouvait toujours pas rendre sa famille heureuse. Son esprit fut transporté dans une salle sombre avec un trône sur lequel était assis un étranger. L'ombre avec un sourire confiant sur le visage a ordonné au personnage principal de se lever. Shadow s'assit fièrement sur son trône et dit à Jan Mingien de se relever. Le type battu l'a écouté et a trouvé ses dernières forces pour rester debout. Soudain, les yeux du personnage principal sont devenus noirs et son regard est devenu perçant et sans émotion. Cette force obscure a donné au gars la force de continuer à combattre les bandits et à protéger ses proches.
Les intimidateurs ont remarqué qu'il avait des os solides et le chef a soudainement senti des changements dans l'aura magique de leur adversaire. Le gars avec le bandage a deviné que le jeune homme ne faisait que s'amuser, prétendant qu'il souffrait énormément, car après un tel passage à tabac, une personne normale ne se relèverait certainement pas. Le bandit masqué s'est mis en colère et a décidé de frapper Jeanne Mingion de telle manière qu'il ne pourrait plus jamais se remettre sur pied. Le personnage principal n'a pas attendu et a immédiatement frappé l'agresseur avec son genou en pleine poitrine. Il pensait que la seule personne décédée était le bandit lui-même. Le gang était en colère parce que le gars était encore capable de répondre à leurs attaques. Le bandit avec le bandage a ordonné à ses stupides camarades d'attaquer immédiatement le gars, car il ne faisait que s'amuser et prétendait être un faible. Quelqu'un a enroulé ses bras autour de Jeanne Mingien et l'a serré fort, afin qu'il ne s'effondre définitivement pas de joie. Un type en colère, borgne, voulait frapper méchamment le personnage principal immobilisé. Il voulait frapper le gars en pleine tête et ainsi l'envoyer en enfer, mais ce n'était pas du tout facile. Le personnage principal a réussi à échapper à l'attaque dangereuse sans aucun problème, de sorte que le pied du bandit a volé droit sur le visage de son allié. Le gars surpris avec le bandage n'a pas eu le temps de réagir car il ne comprenait pas comment cela s'était passé. Jeanne Mingion a habilement réussi à échapper aux mains du bandit afin de s'occuper de son audacieux partenaire. Il a immédiatement frappé la jambe du bandit aveugle pour le faire tomber au sol. Le gars a ensuite attaqué l'intimidateur, qui l'a gardé captivé et l'a empêché de bouger. Jeanne Mingion a enfoncé ses doigts dans le nez du bandit de toutes ses forces. Le personnage principal s'est facilement échappé de ses mains et a jeté ce grand type au sol. Taoji tenait sa mère battue dans ses bras et regardait avec étonnement son frère se battre contre les bandits. Le chef du gang a apprécié les parfaites compétences de combat du protagoniste. Il comprit alors pourquoi son jeune maître Tokugawa avait été vaincu par Jeanne Mingion. Même si l'aura de notre héros était très faible, il était capable de tuer tous les alliés du bandit roux sans aucun problème. Le combat inégal du gars contre les hooligans a vraiment frappé leur chef trapu. Il s'est déshabillé parce qu'il a dit à Jeanne Mingien que ce n'était pas la fin de la bataille. Bien que lui et Tokugawa soient du même rang, le bandit n'était pas aussi prévenant que son maître. Le personnage principal a demandé si son adversaire avait entendu dire que les voleurs mouraient à force de trop parler. Le bandit a menacé que c'était la fin pour le gars et s'est précipité dans la bataille, mais Jeanne Mingien est resté immobile. L'homme costaud aux cheveux roux a commencé à frapper rapidement sans s'arrêter, mais notre héros a rapidement évité les collisions avec la main de son adversaire. Il a noté que Jeanne Mingion était un combattant plutôt habile. Soudain, le bandit a décidé de donner un coup de pied direct à la tête, afin que le gars n'ait certainement pas le temps d'esquiver une attaque aussi puissante. En fin de compte, Jeanne Mingion a été plus rapide et a contre-attaqué son adversaire si fort qu'il a traversé la pièce et s'est écrasé contre le mur. Le bandit aimait l'audace et la force incroyable du jeune homme, mais il allait quand même l'achever brutalement. Il a pris sa forme spéciale et a fait remarquer que c'était un honneur pour le protagoniste que l'adversaire utilise cette capacité. Tout le corps de l'homme robuste était couvert de poils épais et des griffes d'animaux apparaissaient sur ses doigts. Son visage devint comme celui d'un chien et il expliqua qu'il avait désormais le pouvoir du véritable hareng. Maintenant, le bandit devenait encore plus trapu et ressemblait à un véritable chien en colère. Il a dit que maintenant leur jeu était définitivement terminé, mais le personnage principal n'était pas d'accord avec cela et un objet étrange a commencé à apparaître dans ses mains. Après un certain temps, Jeanne Mingion se leva, une épée à la main, et annonça que leur jeu ne faisait que commencer. Le loup-garou sourit et montra ses dents pointues. Il pensait que le personnage principal était un garçon qui prétendait simplement être un démon et le faisait même au point de vivre ou de mourir. Le bandit voulait frapper Jeanne Mingion, mais il a eu une réaction très impeccable et l'a bloqué. Au final, le loup-garou parvint ainsi à détourner l'attention de son adversaire, tandis qu'il lançait rapidement un coup de pied latéral. Le gars n'a pas eu le temps de réagir de quelque façon que ce soit, il n'a donc pas pu rester debout et s'est envolé contre le mur. Il semble que notre héros ne ressentait plus du tout de douleur, mais était seulement déterminé à se battre avec acharnement. Le joueur de rang a accouru vers sa victime, croyant que ce n'était pas la fin de leur combat. Au dernier moment, le gars a réussi à battre en retraite adroitement, de sorte que la main du bandit s'est seulement écrasée contre le mur. Avant que le loup-garou n'ait eu le temps de comprendre ce qui s'était passé, Jeanne Mingion était déjà derrière lui et se préparait pour une contre-attaque. Il prit par la tête le salopard à tête de chien et, de toutes ses forces, pressa son visage brutal contre le mur. Le personnage principal a déjà levé sa lame pour porter le coup final à son adversaire. L'arme a volé dans les airs, puis a fait une coupure assez large sur la peau de l'adversaire. Le loup-garou réalisa que les choses allaient mal, alors il essaya de répondre à l'attaque éclair de son adversaire. Et finalement, il a réussi à le faire, alors Jeanne Mingion a reçu un très fort coup au visage. Le personnage principal ne s'attendait pas à une réponse aussi forte, alors il tomba à nouveau et s'envola loin de son adversaire. Le bandit n'arrivait pas à croire que le gars pouvait encore tenir debout et remarqua qu'il était difficile à battre. Le géant espérait que le gars n'allait pas le fatiguer à mort et a admis que dès le début, l'artefact entre les mains de Jeanne Mingion lui semblait intéressant, mais il pensait que rien ne pouvait être fait contre le fait que le meilleur l'équipement entre les mains des ordures est devenu tout aussi inutile. Avec un sourire effronté aux lèvres,
notre héros a noté qu'il était vrai qu'en se transformant en animal, une personne acquiert également un cerveau bestial. Jeanne Mingion a suggéré à son adversaire de regarder d'abord son corps apparemment incroyablement fort et parfait. Le bandit ne comprit pas ce que voulait dire le jeune homme, alors il baissa les yeux pour se contrôler. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'adversaire a remarqué que notre héros était encore capable de le couper, mais pour lui, ce n'était qu'une petite égratignure. Mais ensuite le bandit tourna un peu son regard sur le côté et vit que sa main était complètement coupée. Ce n'est qu'à ce moment-là que le loup-garou sentit la perte d'un membre, alors il cria furieusement. Pendant ce temps, Jeanne Mingion a enlevé son pull et a annoncé que l'échauffement était terminé. Le personnage principal était désormais prêt à entamer une véritable lutte acharnée avec son rival apparemment invincible. Les événements sont transférés dans une autre maison, où quelqu'un criait et suppliait de ne pas être tué. L'homme était à genoux et a promis de donner tout ce que son agresseur voulait, et a promis de gagner beaucoup d'argent, car aujourd'hui il est devenu joueur. Le gars qui allait le tuer a dit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. L'étranger a promis que désormais l'homme serait avec Dieu pour toujours. Il attrapa le visage de sa victime en sanglotant de peur. En utilisant la magie, le gars a impitoyablement brûlé le visage du joueur et l'a traité d'hérétique. L'étrange magicien croyait que ce serait un honneur pour l'homme, car il pourrait désormais être utile à Dieu. Le jeune homme tenait désormais une photo de sa dernière victime inscrite sur la liste, Jeanne Mingion, confus, qui devait terminer la journée de travail d'un fanatique religieux, l'a regardé depuis la photo. Les événements reviennent à la maison du personnage principal, où son rival ne pouvait pas comprendre quand le perdant avait réussi à interrompre sa faim. Le bandit avait confiance en sa force, alors il se demandait comment Jeanne Mingion était capable de blesser sa chair et de le faire à une vitesse fulgurante. À ce moment-là, le gars s'était déjà précipité vers son adversaire, il n'allait plus attendre, il a demandé d'un ton moqueur si un combattant de rang A pouvait se laisser distraire pendant une bataille. Ce ridicule a mis le loup-garou en colère, alors il a commencé à lancer des insultes à Jeanne Mingion. Il heurta le sol de toutes ses forces, la faisant simplement éclater en morceaux. Le jeune homme a continué à irriter son adversaire et a remarqué que les attaques ostentatoires, bien que belles, étaient de peu d'utilité dans la pratique. Les yeux du loup-garou se remplirent d'une rage inhumaine, et il était prêt à mettre en pièces notre audacieux héros sur le champ. Jeanne Mingion est passée comme un éclair et a demandé d'un ton moqueur à son adversaire la permission de passer. Le corps du bandit saignait déjà complètement, mais il restait debout. Le gars l'a frappé à plusieurs reprises, mais aucun d'entre eux n'a gravement blessé son adversaire. Ensuite, le loup-garou s'est rendu compte que le personnage principal l'utilisait comme un jouet et se moquait simplement de lui. La rage remplissait déjà les vaisseaux sanguins du bandit, il n'allait donc pas abandonner. Sans ressentir la moindre douleur, il voulait attaquer Jeanne Mingion et enfin en finir avec son ennemi. Il semblerait que le personnage principal s'y attendait, c'est pourquoi il a annoncé sans crainte que le jeu était désormais définitivement terminé. Le gars balança son épée en l'air tandis que le loup-garou volait vers lui. Ensuite, le bandit s'est rendu compte que maintenant la fin était définitivement venue pour lui, car il n'aurait pas le temps d'échapper à l'attaque du type. Des rayons lumineux traversèrent le corps trapu du loup-garou et il hurla d'horreur et de douleur. La force d'attaque du personnage principal était si puissante qu'elle a détruit le bâtiment familial. Jeanne Mingion se tenait au-dessus du corps sans vie de cette racaille et essayait de reprendre son souffle après un combat aussi intense. L'ombre qui contrôlait le gars remarqua d'un ton moqueur qu'il semblait que son corps avait aussi sa propre limite. Elle a décidé de rendre le corps de Jeanne Mingion pour le moment afin qu'il ne meure pas trop vite. Finalement, le personnage principal a perdu connaissance et sa sœur a eu très peur pour lui. L'étrange fanatique religieux regardait derrière un arbre et devinait qu'il avait raté un bon spectacle, mais l'ambiance dans cette maison restait la même. Le gars avait la bouche coupée sous le masque et a remarqué avec un sourire que Jeanne Mingion sentait le sang et l'odeur d'un dieu. Il voulait vraiment goûter à notre héros, mais il devait d'abord en parler à l'évêque. À ce moment, la conscience de Jeanne Mingion était dans un endroit étonnant où il n'y avait rien. Son ombre est apparue derrière lui et lui a demandé son avis sur cette bataille. Elle a demandé si le gars aimait une force aussi puissante et invincible. Shadow pensait que ses capacités aidaient grandement le personnage principal, mais ce n'était même pas leur pleine puissance. Jeanne Mingion a remarqué que l'étrange créature l'avait effrayé dès le début avec ses bavardages et lui a demandé son origine. Puis l'ombre montra son visage et expliqua quel était le personnage principal. Soudain, Jeanne Mingion a pris une profonde inspiration et a bondi, se réveillant dans son lit. Il regarda autour de lui la pièce inconnue dans laquelle il se trouvait. Il s'est avéré que notre héros était à l'hôpital et à ce moment-là, il y avait une infirmière avec lui. Le gars lui a immédiatement demandé avec inquiétude pour sa famille. L'infirmière a expliqué que la fille qui avait amené Jeanne Mingion ici était avec sa mère dans la chambre mars 2012 et lui a demandé de venir là-bas à son réveil. Le personnage principal a couru comme une balle vers sa famille et l'employé de l'hôpital lui a demandé de ne pas courir, ce pourquoi le gars s'est excusé. Il a couru en criant dans la pièce où ses proches l'attendaient. Le type essoufflé a vu que tout allait bien pour sa sœur, alors il s'est enquis de l'état de sa tante. Taoji a joyeusement félicité son frère, qui avait enfin repris ses esprits, et lui a dit que tout allait bien pour sa mère. Le médecin a dit que la femme devait rester encore 2 jours à l'hôpital sous observation et qu'elle se reposait pour l'instant.
Jeanne Mingion s'est reproché d'avoir mis sa famille en danger et maintenant dans une situation si difficile. Sa sœur a essayé de lui assurer que tout allait bien et était heureuse qu'ils aient au moins survécu, ce qui ne peut pas être dit de leur maison. Le personnage principal était d'accord avec la fille et s'est un peu calmé. Après avoir réfléchi un peu aux paroles de sa sœur, le gars a remarqué quelque chose qui le dérangeait. Quelques secondes plus tard seulement, Jeanne Mingion s'est rendu compte qu'il n'avait plus de maison et, désespéré, il a crié à tout l'hôpital. Le personnage principal a demandé si lui et son rival avaient réellement détruit le bâtiment pendant le combat. Maintenant, l'humeur de Taozi s'est détériorée et elle a noté avec irritation qu'après que son frère soit devenu joueur, il a non seulement mis sa famille en danger, mais les a également laissés sans maison, et il n'y avait plus d'argent pour le traitement, donc demain, il pourrait être expulsé de l'hôpital. Le gars avait peur de rester avec sa sœur en colère, alors il a décidé de partir, de louer un appartement et de payer le traitement. Taozi a arrêté notre héros parce qu'elle lui avait apporté des vêtements de chez elle. Tous les vêtements de Jeanne Mingion étaient déchirés, alors la jeune fille lui a suggéré de changer de vêtements dans la salle de bain et ensuite de vaquer à ses occupations. Le personnage principal a promis de remplacer sa sœur pour s'occuper de sa tante à son arrivée, et Taoji lui a demandé de louer un appartement bon marché. Après son départ, le gars pensait que de tels combats frappaient durement l'équipe et espérait que les ressources du donjon d'hier avaient déjà été vendues. Il a ouvert son compte par téléphone et a vu qu'il avait reçu 150 000 $ de plus. Il s'est avéré que ce sont ses camarades qui ont décidé de le remercier de leur avoir sauvé la vie. Jeanne Mingion était ravie d'un cadeau aussi utile, car il avait encore une dette de 3,5 millions. De plus, le gars ne pouvait pas croire qu'il avait eu affaire aux bandits de la famille Tokugawa, car tous les souvenirs étaient très vagues. Soudain, quelqu'un s'est tourné vers notre héros dans son dos, ce à quoi il a réagi instantanément et nerveusement en raison des événements récents. Devant le gars se tenait une belle fille qui s'appelait Li Wen, elle était la présidente de la brave guilde et est venue rendre visite à Jeanne Mingion. Le gars a demandé s'ils se connaissaient, car de nombreux événements d'hier étaient perdus dans sa mémoire. Li Wen a confirmé qu'ils ne se connaissaient vraiment pas, mais elle voulait parler au personnage principal, alors elle a suggéré de déménager dans un endroit calme. La beauté de l'inconnu a charmé le personnage principal, alors il était prêt à tout pour elle. Jeanne Mingion l'a conduite jusqu'à un banc dans la rue, pensant que c'était un endroit assez isolé pour une conversation privée, et la fille a trouvé ça drôle. Le personnage principal a décidé de tout dire directement, car il croyait que le chef de la guilde avait décidé de rendre visite personnellement aux joueurs faibles non pas pour lui proposer de le rencontrer, et encore moins pour l'inviter dans la guilde. Le gars a sérieusement posé des questions sur les intentions de Li Wen et a prudemment demandé si Tokugawa l'avait envoyé. La jeune fille a nié avec dégoût ses liens avec Tokugawa et a noté que le personnage principal n'était déjà certainement pas devenu un joueur faible. Bien qu'il ait reçu une licence de joueur de tout le rang selon les évaluations de certification, le gars a réussi à vaincre Tokugawa lui-même. De plus, Jeanne Mingion a pu tuer un joueur de rang B envoyé par son rival, mais seules quelques personnes étaient au courant, même si Li Wen était sûr que toute la ville connaîtrait bientôt ses exploits. La jeune fille parla à nouveau avec irritation de la racaille de Tokugawa, que notre héros avait humilié à 2 reprises, et elle était sûre qu'il n'accepterait pas simplement sa défaite. Pendant ce temps, Jeanne Mingion mangeait sans souci les fruits que l'étranger lui avait apportés, ce qui la mettait en colère, car elle pensait que le gars ne l'écoutait pas du tout. Li Wen a poursuivi son histoire sur Tokugawa et a noté qu'il s'appuyait sur l'influence d'une société appelée Miracle, engagée dans la recherche biologique. Le personnage principal, la bouche pleine de nourriture, s'est intéressé lorsqu'il a entendu parler de l'entreprise. Pendant ce temps, plusieurs voitures noires arrivaient à l'hôpital. Il semble qu'une personne issue des plus hautes sphères de la société y ait également assisté. C'était un homme blond et majestueux, et son assistant a déclaré que, selon les informations du quartier général opérationnel, l'homme dont ils avaient besoin avait été hospitalisé ici hier. L'étranger a demandé à son assistant de l'emmener chez le bon patient. À ce moment, Jeanne Mingion était nerveux parce qu'il ne savait pas si Miracle Corporation pouvait lui causer du mal. Li Wen a expliqué que la société étudie les monstres et améliore les capacités des joueurs, ainsi que les compétences particulières du personnage principal, intéressé par les scientifiques. Soudain, le gars s'est tendu, car l'inconnu connaissait ses caractéristiques et pouvait donc constituer un danger. Jeanne Mingion a demandé avec colère ce que cette fille suspecte savait de lui. Elle a expliqué en détail que le gars était un joueur guerrier, mais qu'il pouvait utiliser la magie, et rien qu'en regardant sa carte d'identité et la bataille réelle, certaines conclusions peuvent être tirées. Le personnage principal a remarqué que la fille en savait beaucoup, donc il ne pouvait pas comprendre ce qu'elle attendait de lui, et Li Wen voulait seulement que Jeanne Mingion rejoigne leur guilde. Le gars a demandé à nouveau, car il était surpris par une telle proposition, et la fille a répété qu'elle voulait que notre héros rejoigne la guilde des casse-cous. Elle a promis de lui fournir des récompenses pour avoir terminé les donjons et de fournir à la famille un nouveau logement. De telles conditions satisfont suffisamment les besoins immédiats du protagoniste, alors il y réfléchit. Le gars pensait que c'était la meilleure option pour lui maintenant, mais leur conversation a été soudainement interrompue par quelqu'un.
Un homme récemment arrivé à l'hôpital et recherchant un patient spécifique a salué le personnage principal et lui a proposé d'écouter d'abord sa proposition puis de faire son choix. Li Wen a prudemment demandé aux étrangers qui ils étaient et la raison de leur visite chez l'homme. L'homme a expliqué qu'ils appartenaient à l'organisation Miracle, à savoir un département du pays Z, et aujourd'hui il est venu transmettre des messages de l'entreprise à M. Jagne. Ensuite, le personnage principal est devenu nerveux et a pensé qu'il s'agissait de renforts de Tokugawa. Jeanne Mingion a serré les poings et a fait remarquer que si des étrangers veulent créer de nouveaux problèmes et se battre, ils doivent alors déménager ailleurs. Le mari a assuré qu'il ne voulait pas devenir ennemi du personnage principal. Il espérait se lier d'amitié avec Jeanne Mingion et Li Wen pour travailler pour leur organisation Miracle. La fille a déclaré que le jeune homme appartenait déjà à sa guilde, donc l'homme ne rêverait peut-être même pas d'avoir notre héros. L'étranger a essayé de calmer le chef du clan et a remarqué que le gars n'avait toujours pas accepté de rejoindre la guilde. Jeanne Mingion a confirmé qu'il n'avait toujours pas répondu, mais qu'il réfléchissait simplement aux propositions, et le fait que deux groupes venaient le chercher par jour signifiait que notre héros était tout simplement un joueur incroyablement talentueux. Le mari a recommandé au gars d'écouter la proposition de l'organisation, car il connaissait la situation financière difficile de la famille du protagoniste, mais pour Miracle, de tels montants étaient insignifiants. Après que Jeanne Mingion les ait rejoints, l'entreprise promet de rembourser immédiatement son importante dette. Li Wen a noté que ce n'était que de l'argent, et que la guilde pouvait également l'obtenir rapidement en effectuant plusieurs raids dans le donjon avec des récompenses. Le mari a demandé combien de donjons il devait attaquer pour obtenir jusqu'à 3,5 millions. Le chef du clan a été incroyablement surpris par ce qu'elle a entendu, et Jeanne Mingion a été embarrassée par sa réaction violente. Pendant ce temps, un employé de Miracle a remis une petite boîte contenant une clé étrange à l'intérieur, et l'homme a expliqué qu'il faisait cela pour montrer la sincérité de ses intentions. L'entreprise a offert à la famille du gars un appartement de luxe dans lequel il pouvait emménager à tout moment. Jeanne Mingion pensait qu'on lui avait menti, car la boîte ne contenait qu'une étrange carte, mais l'employé a expliqué avec irritation que ce manoir n'utilise pas de clé pour ouvrir les portes. La jeune fille était sûre que le personnage principal ne se comporterait pas avec une telle générosité feinte et ne ferait pas de choix en faveur de l'organisation, car la guilde, même si elle n'avait pas de si bonnes conditions, pouvait aider à résoudre tous les problèmes du joueur. L'homme a noté que le gars était déjà très heureux et n'a pas prêté attention aux paroles du chef du clan. Li Wen était ennuyé que Jeanne Mingion ait pu se débarrasser de son cerveau et changer d'avis si rapidement. Pourtant, elle a continué à persuader les membres de l'organisation d'abandonner, parce que l'entreprise travaillait pour la famille de Xuan, alors peut-être que le gars était un mouton qui se dirigeait directement vers la tanière du tigre. L'homme était au courant de ce conflit et comprenait parfaitement le mécontentement de Jeanne Mingion et de la famille de Xuan. À son avis, ce n'était qu'une petite querelle, et si le personnage principal rejoignait Miracle, l'homme promettait de résoudre ce problème, car il pensait que la famille de Xuan ne trouverait pas le gars et ne lui causerait pas de problème. Le jeune homme a compris que s'il ne pouvait pas s'occuper de la famille de Xuan, il ne pourrait pas vivre en paix dans la ville, mais maintenant ce problème peut être résolu, bien que temporairement. Li Wen ne pouvait pas croire que Jeanne Mingion accepterait l'offre de ses concurrents, puisque la guilde avait également promis de fournir une protection à la famille du joueur. En fin de compte, le personnage principal a décidé d'accepter l'offre et de rejoindre l'organisation Miracle.